Je pense que d'ici Noël, si le marché des altcoins ne va pas mieux, va y avoir du dépôt de bilan. Ouais. Donc il y a quelques années, quelqu'un qui s'est introduit chez toi avec un fusil pour dérober tes cryptos. J'imagine qu'il y a eu un avant et un après dans ta vie. Ouais, il y a eu un avant et un après déjà au niveau de ma sécurité. Mhm. La réalité, c'est qu'une personne bien organisée, ça aurait pas fini comme ça c'est fini chez moi. Ok, ouais. Voilà, je suis tombé sur quelqu'un de gentil qui a fait une grosse connerie et pas sur quelqu'un d'organisé. Tous les gens qui m'ont dit que ça marcherait jamais, j'avais envie de leur dire mais allez vous faire voir. Ouais. Je l'ai fait. Ouais. Et puis je l'ai bien fait. Mhm. Et puis ça va durer. Ça va durer. Salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Crypto Coulisses. Et aujourd'hui, j'accueille une légende de l'écosystème crypto français, Owen Simonin, a.k.a. Asher. Salut Owen. Ça va? Merci Super. beaucoup pour l'invitation. Merci à toi, c'est très cool de venir. Donc j'ai interviewé ton associé Thibaut il n'y a pas longtemps. Et aujourd'hui, on va te parler de Myriam et pas que. On va te parler de toi, de ton parcours dans la crypto, de tes investissements, de tes différentes activités, parce que tu en as pas mal. Mais déjà, pour commencer, je trouve ça cool de revenir sur ton parcours. Tu as été très jeune quand tu as découvert la crypto et que tu as lancé la chaîne Asher. Est-ce que tu peux réexpliquer un peu comment ça s'est passé quand tu as découvert la crypto Moi, j'ai toujours été un petit peu dans la tech. J'étais un gamer. J'étais Ouais. enfermé dans ma chambre. Je faisais beaucoup de choses et je passais dans les jeux vidéo. J'ai monté des serveurs. Et de fil en aiguille, je suis rentré en école de commerce parce que c'est ce qui me correspondait le mieux. J'essayais de tout vendre tout le temps, partout quand j'étais plus jeune. J'ai eu plein de projets, plein d'idées, plein de petites réussites et de petits échecs finalement. Je suis arrivé en école de commerce. Je fais mon premier stage obligatoire en première année dans la boîte de mon frangin qui s'appelle Vivoca à l'époque. Ok. Et je me retrouve à parler à un de ces techs qui me dit mais toi tu parles de points, tu parles de numérique, tu parles de serveurs de jeux vidéo, de valeurs numériques et tu connais pas le Bitcoin, comment ça se fait? Je fais Bitcoin, qu'est-ce que c'est ça Bitcoin? Et là, on est en quelle année 2016? Ok. Ouais, début ou milieu 2016. Et du coup, moi, je rentre, je découvre ce que c'est Bitcoin avec un Google Traduction très basique parce que vraiment, j'ai été dans le dur sur le white paper, tu vois, c'est vraiment... Et là, je me dis, c'est impossible, on peut le dupliquer, ce point. On doit pouvoir le craquer, on doit pouvoir en créer. Enfin, comment ça a de la valeur? Puis je regarde les cours, et puis je suis tout de suite excité par ce côté volatile, ce côté... Et là, je tombe dedans, et là, terminé. Je décroche tout, mes études, je suis plus concentré du tout sur mes études. Très, très vite, en plus, j'ai eu la chance d'avoir un événement, tu sais, c'est les repas du coin qui sont organisés Ouais. par le Cercle du Coin. C'était à Bordeaux, non, je crois, à l'époque. Et ben, à l'époque, il y en a eu un à Lille, Ok. à côté de mon école de commerce. Donc, en plus d'être mordu par le truc et que ça me plaisait beaucoup, je me retrouve très, très vite parce que je vais à fond dedans, je prends un abonnement, enfin, je rejoins le groupe à l'époque et puis je rencontre Jacques Favier là-bas qui m'invite et puis je m'assois à une table avec une vingtaine d'autres bonhommes qui parlent que de ça. Et j'ai l'impression que ma petite folie dans ma chambre, dans mon coin, à être obnubilé par ce truc depuis quelques semaines, non, c'est le langage d'autres personnes aussi. Et là... Eh ben, je découvre qu'il y a d'autres crypto-monnaies. Eh ben, je découvre un truc qui est beaucoup plus complexe, en fait, sur les valeurs de Bitcoin, qui ne sont pas les valeurs d'autres cryptos, la spéculation, j'arrive au bon endroit au bon moment, avec une grosse conviction, donc je mets toutes mes modestes économies, mais à l'époque, on peut faire beaucoup, très vite, surtout que j'arrive à l'aube du bull run de 2017, donc je tombe sur une vague où, un petit peu par chance aussi, j'y crois trop fort, trop vite, au bon moment. Ouais. Et là, il se passe quelque chose où le peu de gens qui commencent à me suivre sur les réseaux, parce que j'avais besoin d'en parler, je créais ma petite chaîne pour partager ce truc que j'avais l'impression d'être tout seul en fait, si tu veux, donc il fallait que j'en parle. Parce que tu avais déjà une chaîne YouTube à ce moment-là où tu crées la chaîne YouTube? Je l'ai créée. Je l'ai créée, je faisais 2-3 bricoles sur Internet, sur d'autres choses, que ce soit des jeux vidéo, que ce soit des paris en ligne, que ce soit de la crypto, de la tech. Je partageais les petits trucs que je faisais. Et là, au bout de 4-5 vidéos sur cette chaîne, je dis non, j'arrête tout. Ça va être dédié à la blockchain et aux cryptos, parce qu'il n'y a rien de plus intéressant que ça, en tout cas dans le spectre et dans ma vision aujourd'hui. Et boum, je me focus totalement là-dessus dès mes 4-5 premiers contenus. Si tu veux, j'avais 200-300 abonnés, peut-être 2000, je sais plus. Mais c'était vraiment, vraiment très early. Et là, j'ai voulu faire une chaîne en mode qu'est-ce que la blockchain? Comment ça marche? Et j'ai tout axé dessus. Ouais, incroyable. Et parce que ça a marché tout de suite ou c'est plus en 2017 quand il y a eu le bull market que ça a vraiment pris Ça n'a pas marché tout de suite, non. Ouais. Entre mon premier contenu et les peut-être 10 ou 15 000 abonnés, une base qui te montre que tu as eu un vrai intérêt, il a fallu attendre fin 2017 que j'ai ma première boîte, Just Mining, qui est aujourd'hui Meria.
et qui à l'époque vendait des mineurs de crypto-monnaies qui faisaient du minage d'Ether, donc du minage par GPU. Ouais. Et on a fait du coup les premières boîtes sur mesure pour pouvoir les envoyer à des particuliers, etc. etc. Mais c'est à ce moment-là que ça a vraiment décollé. Et je crois qu'en 2017, je touche peut-être les 50 ou les 100 000 abonnés sur le cycle. C'est fou, mais à ce moment-là, tu réalises, quand tu avais créé ta chaîne, tu t'es dit, je vais atteindre autant d'abonnés si rapidement, ça va prendre autant d'engouement. Absolument pas. Ouais. En fait, je le réalise de plusieurs manières parce que d'un côté, je commence à avoir une certaine influence parce que l'audience devient très grosse très vite. Ouais. D'un autre côté, on commence à me contacter un peu de partout, ce qui étaient des sollicitations que je ne connaissais pas. En parallèle de ça, je commence à me faire un vrai portefeuille. Moi, je suis parti, j'avais littéralement 3 000 € sur mon compte. Ok. C'est mon point de base financièrement. Ouais. Je vois ce qui se passe. J'ai peur, un petit peu inconscient, donc tu vends pas parce que tu es un être humain comme les autres et quand ça monte, tu te dis que ça va toujours monter plus haut. Heureusement, j'étais bien entouré, donc j'ai quand même enregistré quelques profits parce que je voulais que ça dure cette histoire. Je voulais essayer de garder cette dynamique. Et d'un autre côté, je lance la boîte et la boîte fonctionne aussi. Donc j'ai un succès, alors avec ma boîte que je partage évidemment avec mes associés, mais sur tous les terrains. Et là, tu peux vite prendre la grosse tête. Ouais, tu peux vite prendre la grosse tête, tu peux vite ne pas te rendre compte que ça va trop vite, tu peux vite... tous les gens qui m'ont dit que ça marcherait jamais, j'avais envie de leur dire, mais allez vous faire voir. Ouais. Je l'ai fait. Ouais. Et puis je l'ai bien fait. Et puis ça va durer. Ça va durer. Non, là, tu es dans ce truc où tu es commit. Tu es vraiment skin in the game. Tu peux pas revenir en arrière non plus parce que j'avais mis en l'air mes études. Mon père allait me tuer. Et puis bon, les 40 000 € d'école de commerce que je venais de tuer sur le minage d'Ether et de Bitcoin. Ouais. Je dois négocier avec mon école pour pouvoir partir. Ma boîte explose avec Laurent et Thibaut, qui sont mes deux associés qui étaient opérationnels avec moi sur le moment. On se retrouve à devoir livrer des clients dans 12 pays, alors qu'on ne savait même pas ce que c'était la douane à l'époque. Enfin, tu découvres trop de choses d'un coup. Et la chance, ce qui nous a vraiment permis de garder les pieds sur terre, c'est le business. Ouais. Parce que tu peux gagner de l'argent en perso, mais tu n'as pas le temps de le dépenser. Tu peux avoir l'impression de commencer à devenir un petit peu influent, mais en fait, tu n'as pas le temps. On s'en fout de tout ça. C'est bien de devenir de ci, de là, de travail, livre tes clients, parce que sinon tu vas avoir des problèmes tout de suite. La loi, les comptables, banque. Et c'est ça qui a été ma ligne de conduite, c'est que j'avais pas le temps. Il fallait que je livre. Ouais. Et ça, c'est hyper intéressant, parce que c'est-à-dire que même si tu n'avais pas eu le business, tu aurais pu être vraiment focus et regarder les cours H24 et prendre des mauvaises décisions et de revendre tes cryptos. Peut-être prendre des mauvaises ou peut-être en prendre des meilleures. Ouais. Le truc qui est réel, c'est que l'entrepreneuriat m'a appris beaucoup plus. Okay. Faire des vidéos et parler de crypto-monnaie, c'est abordable pour toute personne qui s'intéresse vraiment à ça. Être un bon communicant, engager les gens, partager sa vision, créer quelque chose, c'est un petit truc en plus, mais c'est également faisable. Ouais. C'est-à-dire que tu fédères, tu as ta marque, tu as ta façon d'apporter un sujet et tu vas créer des choses autour de toi. Tu peux agglomérer des gens autour de ton sujet et de ta façon de entreprendre. C'est le chemin le plus difficile que j'ai pris de ma vie et c'est celui où très clairement, à chaque fois que j'ai l'impression que je suis devenu... Pas du tout. Il y a une étape après. Ouais. Il y a des gens bien plus malins. Et si tu veux aller bien plus haut, c'est bien plus dur. Et ça, c'est incroyable et c'est ce qui me motive vraiment parce que du coup, ça me permet de bosser systématiquement avec des gens plus malins que moi. Ouais. Et tu t'ennuies pas. Vraiment pas. Et donc, je pense que c'est grisant et c'est un chemin où, dans les meilleurs, pour le meilleur et pour le pire, je pense qu'on peut le dire, parce qu'on a également traversé des phases très dures et j'en traverse maintenant systématiquement. Les gens me disent comment ça se passe en ce moment. Il y a tellement de boîtes, il y a tellement d'activités, il y a toujours des boîtes en galère, il y a toujours des boîtes qui vont moins bien que d'autres, il y a toujours des boîtes qui ont besoin d'argent, d'autres qui anormalement en génèrent particulièrement. Tu composes avec tout ça et je pense que c'est très formateur en tout cas. Ouais, complètement. Pour revenir sur la partie entrepreneuriale, donc toi, tu as lancé Just Mining. Donc, pour rappel, vous vendiez du matériel de mining à des particuliers. À quel moment tu t'es dit, tiens, je vais passer à faire du mining pour mon intérêt perso à vraiment le commercialiser et en faire un business Tu as deux lectures à ça. La première lecture, c'est une question de scalabilité. Tu commences, tu n'as pas d'argent. Et ouais. Et donc, miner en perso, c'est bien, parce qu'on y croyait dur comme fer, mais avec quel argent ? Et ouais. Tu vas pas voir les banques te détestent, surtout en 2017, je le rappelle. Et puis tu es très jeune à ce moment-là, tu as quel âge J'ai 19 ans, 20 ans. Donc, on minait un petit peu pour nous, mais on se dit, à ce moment-là, c'est très simple. On vend des mineurs pour les gens. Ouais. Pas de risque possible dans le sens où ça nous coûte X, on fait 35% de marge, boum. Alors en réalité, 35% de marge sur un produit qui rapporte de l'argent, c'est trop cher pour les gens. Et toi, 35%, le colis arrive cassé, on te le renvoie.
Tu le répares, tu renvoies, tu es déjà mort, tu as déjà perdu 35%. Ouais. Donc c'était un truc qui n'était pas durable dans le sens où ça ne convenait pas à tous les utilisateurs, sauf évidemment quand le bull run est là, et ça ne nous convenait pas à nous non plus en se disant mais le client, si quand on le livre, on a un pépin sur la machine, on est déjà dans le rouge. Pas viable. Ouais. Mais on se disait, sans réfléchir, que ça va aller, 30% de marge, ça marchera suffisamment bien, il n'y aura aucun souci. Et à côté de ça, tu dis, tu prends 2% de ce que tes clients minent. Ouais. Du coup, si tu sers énormément de monde, tu vas avoir des revenus qui viennent du minage et tu peux t'exposer plus à cette activité que tu crois sans avoir toi-même à fournir les finances. Ok. C'était plus compliqué que ce qu'on avait décidé. Et oui, c'est toujours plus compliqué de façon de ce qu'on avait prévu. Surtout notre première idée, tout allait bien se passer dans le meilleur des mondes. Les gens sont gentils, le DHL livrera bien les colis, ils seront soignés avec les cartons et puis la vie. Et la réalité du business. Petite interruption pour vous dire que j'ai créé Fundera. Fundera, c'est un club d'investissement pour investir dans des fonds crypto triés sur le volet. Le ticket minimum pour investir dans ces fonds est normalement de 100 000 € en moyenne. Et grâce à Fundera, vous pouvez investir à partir de seulement quelques milliers d'euros. Si vous voulez en savoir plus sur les prochaines opportunités proposées à la communauté, je vous mets le lien en commentaire. Et c'est reparti pour l'interview. Mais parce que dans l'épisode avec Thibaut, ton associé, il expliquait que vous étiez un peu à un moment donné oversubscribe, il y avait trop de commandes, donc vous avez arrêté de servir les clients. On était incapable de livrer ne serait-ce qu'un call sur 10, c'était plus possible. Et vous n'êtes pas dit, tiens, sinon on augmente les prix pour avoir plus de marge et avoir un business plus viable Non. Peut-être un peu aussi parce que j'avais ce côté public de je voulais essayer de bien faire un truc pour les gens et même à 30% déjà c'est toujours trop cher. C'est un truc que j'ai mis du temps à comprendre, c'est que pour le client c'est toujours trop cher. Ouais. Donc moi au début je voulais pas augmenter alors qu'on aurait dû très clairement. Ouais. On serait d'ailleurs peut-être beaucoup plus resté sur le segment du minage à ce moment-là. Mais on dit que les prix ça se baisse, c'est difficile à monter. Et surtout il y a une réalité, c'est qu'on n'a pas voulu augmenter ses prix aussi parce que un bon client, c'est un client qui recommande. Un bon client qui recommande, c'est un client qui peut gagner de l'argent avec sa machine. Ouais. Si tu augmentes tes prix, à un moment, nous, on se serait fait de l'argent et on aurait été dans une configuration où le client n'aurait jamais pu s'en sortir. Et à partir de ce moment-là, c'est bien, tu vas faire un bull run, tu vas faire 2 ans, mais tu ne peux pas être dans une situation pérenne si jamais tu ne laisses pas une opportunité au client de gagner de l'argent. Complètement. Et là, on s'est dit, OK, le hardware n'est pas fait pour nous. Ouais. Le seul moyen, c'est de diminuer encore nos coûts, c'est de scaler, ça devient industriel, ça devient de la production, mais pas juste de l'assemblage de composants. C'était pas faisable, surtout en France, avec un suivi de clients et un SAV pendant 2 ans, une certification CE. On était dans un système où tu avais vraiment tous les mauvais aspects. C'était soit on minait de façon industrielle, soit pour des pros, mais pas pour du particulier. Ouais. Madame Michu n'est pas faite pour recevoir un mineur et le mettre dans sa cave et se dire combien je vais gagner demain exactement. Trop compliqué. Complètement. Alors après, il y a eu en 2018 le bear market. Donc là, j'imagine t'es tombé de haut, quoi. Tu t'es dit, tiens, peut-être que les arbres poussent au ciel. Comme beaucoup de personnes, tout le monde s'est dit ça. Et il a été assez violent en plus, le bear market. Même en perso, dans le sens où déjà, il était violent parce qu'il était long. Ouais. Ensuite, il était violent parce qu'on avait des CDI. On venait de découvrir cette matière merveilleuse qu'est le contrat à durée indéterminée. Ouais. En plus de ça, on avait des vraies ambitions. Donc, on avait du CDI, vraiment. Tu vois, on s'était dit, il faut 6 bonhommes, on prend 6 bonhommes. Allez, on y va. Licencier des gens quand tu n'as plus les moyens financiers, c'est quelque chose. Faut se lever avec ça le matin. Donc, nous, on s'est dit, très simplement, on licenciera pas. Ok, wow. Donc, il faut trouver des solutions. Courageux. En parallèle de ça, tu commences à avoir du coup des gens qui disent mais attends, moi je fais mes calculs, si j'achète la machine maintenant, elle sera jamais rentable. Et en parallèle de ça, en perso, tu as perdu une grosse partie de ce que tu avais gagné. Donc, tu avais l'impression d'avoir un coussin de sécurité, une ceinture de sécurité. Non, tu l'as pas parce que tu as perdu 70% parce que tu n'as pas vendu. Parce que tu as beau le savoir, parce qu'on a beau te le dire, parce que quand tu découvres un bull run et que tu es un débutant et que tu passes de 3 000 € à 250 000 balles, tu sais pas que tu intelligemment ta position. Tu ne sais pas prendre parce qu'en fait, tu n'es tellement pas capable de gérer le « j'ai vendu, ça continue de monter » que tu vends pas. Ouais, complètement. Et du coup, j'ai vendu un petit peu, j'ai sécurisé, mais pas suffisamment pour dire « Ah ouais, moi je peux couvrir des CDI. » Non, je pouvais pas. Et d'ailleurs, c'est pas le bon angle, c'est pas la bonne façon de penser, parce que aujourd'hui, sur nos différentes boîtes, on en a une centaine. Si tu commences à te dire « Si un coup dur, je payerai de ma poche. » Non, tu vas pas payer longtemps 100 personnes en CDI, je te le dis. Oui, c'est pas bien. Non, c'est clairement pas, c'est pas la même échelle, en fait, une entreprise, une personne morale. Ouais. Et donc voilà, on découvre tout ça en même temps, à un moment où c'est dur en perso, à un moment où c'est dur pour les autres personnes qui croyaient aussi en perso et qui ont perdu, à un moment où tu te rends compte que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel et surtout l'argent ne tombe pas du ciel. Donc
C'était une euphorie, c'était presque trop facile. Tu comprends pourquoi maintenant, tu le payes. Il y a un très haut parce qu'il y a un très bas. Tic-tac. Qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est... Ouais, et j'imagine qu'en plus, il faut être d'accord avec tes associés, quoi. Faut être d'accord à 3. Alors là, pour le coup, on est assez bon là-dessus. Déjà parce que le flair business, c'est souvent moi qui l'ai eu. Dans l'exécution, le côté très rationnel, c'est généralement Laurent Gradiani qui l'apporte parce qu'il est, surtout au moment-là, hein, c'est le techos de la bande. Surtout qu'au début, on n'est que 3 hein, dans le sens sur la tête pensante, entre guillemets. On a quelques profils qui nous ont rejoints, mais c'est des profils qui sont plus exécutants sur leur domaine. On a notre premier commercial, notre premier développeur, mais des gars qui n'ont pas volonté d'apporter leur vision là-dessus au départ. Et Thibaut, lui, c'est plus, ok, vous voulez faire ça, Laurent nous dit que c'est faisable, ça c'est ton idée, Laurent nous dit que c'est faisable, moi je vais communiquer dessus. Et on est vraiment, vraiment, on est tous les 3 et ça peut aller très vite. C'est ça la bonne nouvelle, et heureusement, parce que c'est ce qui fait que certains pivotent pour survivre. Nous, c'est notre métier de pivoter. Et à un moment, on a un sentiment, on teste 1 ou 2 nouveaux trucs, on découvre les masternodes, et ça dégage la même odeur. Ce même truc qui nous excite, ce même truc qui... Et on en est à faire une journée de boulot de fou, on termine à 23h, on se dit est-ce qu'on pourrait faire ça, est-ce que légalement on a le droit, comment, et puis on livre ça aux clients, et puis comment on met à jour le site pour que les gens puissent gérer leurs nœuds en plus de leur machine, puis à 23h on est encore au bureau, je dis à Laurent qu'est-ce que tu fais, il me regarde, il fait je m'installe un nœud là sur un truc, je suis en train de me faire une masternode pour moi, je viens de découvrir un coin, je fais ok, tu vois quand on en est là entre nous, quand on est en train de se... il y a quelque chose. Ouais, et là tu le sens. Parce que les masternodes, hein, pour rappeler, c'est un peu le stacking avant l'heure. Hein, C'est exactement ça. Pour faire simple, le proof of stake, c'est le fait de pouvoir mettre des jetons sur un nœud pour valider entre guillemets des blocs et obtenir des récompenses sur le montant qu'on a staké. Les masternodes, c'est le fait de faire exactement la même chose, mais c'est un nombre de jetons défini par nœud. C'est ça. D'ailleurs, sur Ether, on peut dire que c'est une masternode dans le sens où il y a 32 Ethers. Donc c'était vraiment ce concept-là. Et puis là, on prend des tokens, on monte le nœud, on génère des commissions, et puis il y a plein de projets qui se lancent d'un coup. Et puis ça, c'est un gros pivot qu'on a fait. Et ça nous vient à la base d'un client qui nous dit ouais, moi petit à petit, je pense que je vais arrêter le minage, je vais commencer à faire du stacking des nœuds. Comment ça, tu vas faire des nœuds? Qu'est-ce que c'est que ça? Les nœuds, tu peux pas stacker. Enfin moi, dans ma tête, un nœud, c'est un nœud Bitcoin, tu stakes pas dessus. Et le mec, il vient, puis il prend un café, puis on a pas mal de clients qui viennent nous voir en physique. Tu sais, c'est un monde dans lequel, à l'époque, quand tu es amoureux de ça, personne autour de toi, tu as l'impression que tu es tout seul. Donc nous, on a des clients qui viennent chercher la machine, ils font ah, les gars, je peux venir, on ira manger ensemble. Et je fais bien sûr, évidemment. On va tac, et puis tu parles, t'échanges, et puis... Et là, on est pris par le truc. On teste. Je dors plus. Ah ouais. J'arrive en mode, faut essayer ça. Laurent, il me dit, ouais, mais tu as un gros changement quand même. Je fais, regarde, teste. Ouais. Il commence à bricoler dans son coin. Il me regarde. Ouais, il y a un truc là. Là, il y a un truc. Ok, ça c'est... ce sentiment, il doit être assez... Et là, on va voir Thibaut, tous les deux, en mode, il y a quelque chose? Il y a quelque chose? Ouais, il y a quelque chose. Ok, donc il y a quelque chose, c'est parti. Comment est-ce qu'on communique? On vend ça quand? Et contrairement à aujourd'hui où tu as ton comité produit, tes délais, ta supply, c'est long, entre l'idée, l'exécution, entre la façon dont tu penses l'idée, la façon dont elle est transmise, ton cahier des charges, la livraison, ta conformité qui te dit tu dois rentrer le vent ici, ça tu peux le faire, ça tu ne peux pas, ça tu peux mais il faut le dire comme ça. C'est une machine colossale que j'étais même pas capable d'imaginer à l'époque où on a lancé Meria. Et aujourd'hui, je me dis bon, en vrai, on est devenu la machine qu'on stigmatisait, très verticale avec... Mais on comprend pourquoi. Tu te dois de faire ces process. Tu peux plus avoir l'agilité qu'on avait avant. Ouais. Mais à l'époque, oui, idée, exécution, clic droit, clic gauche, c'est parti. Demain, on vend ça. Ouais. Puis je pense que l'agilité, elle est inversement proportionnelle au nombre de clients aussi. C'est-à-dire que quand tu n'as pas beaucoup de clients, tu peux te permettre d'être agile et de prendre des décisions à la va-vite comme ça et de pivoter rapidement. Puis tu as vraiment cet enjeu où tu as un risque réglementaire, tu as une vraie capacité technique. Tu as un risque au niveau sécurité informatique. On est dans un pays où il n'y a pas d'assurance. Ça n'existe pas, les assurances pour notre métier. Donc, tu mets tout sur de la sécurité informatique parce que tu ne peux pas t'assurer. En parallèle de ça, il faut quand même avoir une logique, c'est-à-dire une approche par les risques de tout ce que tu proposes et un respect strict de la loi, de la lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme parce qu'on est une institution et que maintenant on a une licence et qu'on peut la perdre. Une licence, on est enregistré PSAN et c'est quelque chose qui peut être mis en cause, donc on doit respecter tout ça. Ok. Et alors, au moment de ce pivot, donc c'était Masternode, vous êtes dit là, étoile dans les yeux, mais est-ce qu'il y avait d'autres alternatives ou c'était vraiment ça la seule option? Alors, tu as toujours l'alternative du prions le temps que l'orage passe. Parce qu'à la fin du désert, il y aura forcément un oasis. Et nous, on y croyait. De toute façon, à la fin, tu n'as plus le choix d'y croire. Alors, au moins, c'est très simple, tu y crois. Et on aurait pu rester sur le minage. Je pense qu'il y avait différentes alternatives.
On s'en rend compte aujourd'hui. Tu avais l'alternative également de focus sur le minage, mais il fallait être capable de vraiment scaler, donc une vraie levée. Je ne voulais pas lever à l'époque. J'en étais pas non plus capable, je pense. Avec mes associés, on ne savait pas lever. Donc on aurait mal levé. Et on aurait levé un mauvais montant pour faire de mauvaises choses. Donc, mais c'était une issue. Le fait d'industrialiser encore plus et de commencer à distribuer, d'aller plus loin dans la chauffe d'eau chez les particuliers, dans les chauffages. Il y avait une direction là-bas. Ensuite, le côté industriel, on installait des fermes pour les gens. On a failli à un moment partir. C'est ça. On a commencé à en installer 2-3 pour des gros clients, puis on s'est dit, en fait, il y a un métier là aussi. Le mec, il veut une ferme, on arrive, nous, on fait le plan de la gestion électricité, tout. C'est de l'immobilier, c'est du... C'est de l'immo, c'est de la gestion de risques politiques, c'est de la gestion... Enfin, il y a les 2-3 sociétés françaises qui le font. Je pense à Sébastien là en tête. Donc, y avait, Big Block, Big Block. Alors lui, et CleanSat Mining. Il a vécu les différents côtés. Et puis d'autres entrepreneurs français qui sont tous passés par là. C'était une des directions qu'on aurait pu prendre. Mais ce n'est pas celle qui nous excitait le plus. Et surtout, scalable. Le hardware a un problème au niveau de sa scalabilité. Si on veut faire non pas 1, non pas 10, mais 100 millions de volumes, comment est-ce qu'on fait ? Ouais, et là, c'est vrai que le data mining dans des fermes de minage, c'est pas du tout scalable parce que l'immobilier n'est pas scalable en fait. C'est ça. Alors, c'est pas scalable. Il y en a toujours qui arrivent à scaler un modèle hardware. Et j'en connais quelques-uns qui le font, mais pas pour nous. Ce n'était pas scalable pour nous. Et puis, à un moment, il faut être capable également de reconnaître sa limite. Nous ne savions pas faire ça. On le voyait. La limite d'après, c'était pas juste vendre un peu mieux, être un peu plus performant. Non, c'était OK, comment est-ce qu'on va au nanomètre près et comment est-ce qu'on arrive à avoir des meilleures puces ? On était trop petits pour ça. Et on n'était pas câblés pour non plus. Et donc, on a fait quelques recherches. À l'époque, je me bouffais tous les gros switches d'IBM, comment est-ce qu'ils ont survécu, comment est-ce qu'ils sont passés du hardware au software. Et dans ma tête, illumination. En fait, c'est ça. On doit rentrer dans le logiciel, on doit rentrer dans la distribution numérique, on doit être capable de distribuer des clients aux 4 coins du monde sans avoir à envoyer une machine qui... Est-ce qu'elle arrivera sans être brisée ? Et donc là, on switch. Et en parallèle de ce moment où on veut faire plus de logiciels et où on commence à se dire comment est-ce qu'on peut distribuer des logiciels de minage, là, on tombe sur le stacking. Et là, on se dit, il y a un truc. Et c'est là où Just Mining est devenu Meria. Alors, y a eu dans les faits, d'étapes, oui. C'est le moment où Just Mining a arrêté de faire du mining. Okay. Après, on a mis quelques années à rebrand, etc. Il y a eu beaucoup d'épreuves avant, parce qu'au début, on propose les deux produits en même temps, les deux s'accumulent, et on se rend compte vraiment in fine que, on va devoir faire un rebranding et on va devoir accompagner ça. Ok. Je voudrais un peu parler de ta chaîne YouTube, parce que c'est vrai que j'imagine que dans tes différentes activités, que ce soit Just Mining puis Meria, ça a été un gros canal d'acquisition. Tout à fait. C'est quoi ton approche par rapport à la chaîne aujourd'hui ? Parce que j'imagine qu'elle a pas mal évolué. Est-ce que tu es toujours aussi actif dessus ? En termes d'autorité, c'est une énorme chaîne. On parle d'une chaîne qui a plus de 600 000 abonnés, je crois qu'il y a 680 000, quelque chose comme ça. Et comment ça te sert aujourd'hui ? Est-ce que ça a un impact vraiment sur ton business, sur tes business L'impact aujourd'hui est plutôt négatif que positif. Ah ouais ? Alors oui et non, parce que je suis très connu là-dessus. Il y a des fois où Meria a besoin d'un contact, la porte n'est pas ouverte, mais pour Asher, ils ouvrent la porte. Après, c'est pas non plus sain d'un point de vue entrepreneurial, dans le sens où si tu veux valoriser une personne morale, une entreprise, de par sa structure, de par ses process et de par la valeur qu'elle est réellement capable de créer, tu ne dois pas valoriser la structure de par le visage du CEO. Parce que sinon, quand tu vas la vendre, tu vas mal la vendre. Parce que sinon, c'est pas ta boîte qui veulent les gens, c'est toi. Et à ce moment-là, ils veulent 6 ans de toi. C'est pas comme ça qu'on valorise bien une structure. Donc, on a essayé de détacher un petit peu les deux. Et d'ailleurs, je suis naturellement beaucoup moins opérationnel qu'au début. Parce qu'on est une cinquantaine. Parce que j'ai des personnes qui sont bien plus qualifiées que moi maintenant en marketing, en commercial, en conformité, en développement. Et donc, aujourd'hui, Meria, c'est plus Asher du tout. C'était beaucoup plus le cas au début. D'ailleurs, au début, ça nous a vraiment aidé au niveau acquisition. Aujourd'hui, pas du tout. Pas du tout, Alors, ça nous aide évidemment. Quand je fais une com, j'en parle. Mais le fait de, surtout en France, aujourd'hui en 2024, parler d'une de tes boîtes, tu transformes mal. C'est-à-dire que quand je parle de Binance, quand je vais parler d'un Swissborg, quand je vais parler de n'importe quelle autre société qui propose des services plus ou moins proches des nôtres, parce que je l'ai toujours fait d'ailleurs, que ce soit des concurrents, des partenaires, des suppliers, je m'entends bien avec à peu près tout le monde. Et même quand on présente un de nos services, on aime bien présenter 2-3 autres Français qui proposent des solutions similaires. De manière générale, quand je parle d'une société qui n'est pas la mienne, je transforme 10 fois plus. Parce qu'il y a ce côté, mais c'est sa boîte, donc on ne peut pas croire ce qu'il dit. Ce que je comprends. Et c'est normal, en fait. Donc, ça a été un gros coup de main au départ d'acquisition, oui, parce que là, j'ai eu le soutien communautaire. Ça me permet toujours aujourd'hui d'ouvrir des portes que Meria ne pourrait pas ouvrir seule, c'est vrai. Par contre, d'un point de vue acquisition, user, aujourd'hui, ce n'est pas un gros coup de pouce. C'est marrant. Les gens viennent par écho de notoriété, les gens viennent parce qu'ils en ont entendu parler par Asher, et du coup, ils ont creusé, mais ils ne viennent plus parce qu'ils ont vu une vidéo. D'ailleurs,
en 6 ans, j'ai fait 2 vidéos sur Just Mining. Enfin, Ouais, j'ai fait Just Mining au début. Just Mining devient Meria. c'est tout. 2 vidéos. Mais c'est vrai que sur ta chaîne en général, tu parles plus de sujets d'actualité. Tout à fait. Ouais. De l'actu, des contenus froids, de l'éducation. J'essaye d'aborder un maximum de projets parce que c'est ce que les gens préfèrent. Mais c'est très dur maintenant parce que vu mon exposition, je mentionne un projet un jour. Mhm. Si le projet va mal, je serai critiqué. Ouais, Systématiquement. complètement. Ouais. Même si, C'est la faute d'Asher, c'est comme ça que j'ai entendu parler même du. si je fais une vidéo pour dire que le projet est mauvais selon moi, s'il baisse, Asher en avait parlé, c'est lui qui l'a démocratisé, Ouais. c'est sa faute. Donc c'est très dur. Et bon, heureusement maintenant, le discours est carré, il est béton Ouais, c'est ça. légalement. Mais dur. Ok. Dur pour tout. Mais non, c'est intéressant. Donc, c'est-à-dire que ta chaîne aujourd'hui, tu l'entretiens plus par kiff et pour ton personal branding qu'autre chose. Oui, mais aussi parce que dans d'autres aspects du business, non Ouais. pas Meria, que ce soit le monde de l'investissement, que ce soit le marketing, que ce soit... Il y a plein d'aspects où ça m'aide encore beaucoup. Ouais. Parce que c'est mon job à la base. Je suis un communicant. Je Mhm. vulgarise. Ouais. Ensuite, contrairement à beaucoup qui doivent avoir... Ils se rangent derrière certaines valeurs. Soit c'est Bitcoin, soit c'est rien d'autre, soit c'est Mhm. Ether, soit c'est... Moi, je n'ai rien à cirer. Ouais. Je parle de ce qui m'excite, je parle de ce qui me plaît. Et à Ouais. partir du moment où ça suscite cette petite flamme, quand je lis le bout de papier, j'irai en parler. Ouais. Je suis OK pour faire des erreurs, j'ai strictement aucun problème et je n'ai pas peur justement de mettre en avant quelque chose qui risque de mourir, parce que c'est un écosystème où beaucoup de choses meurent. Ça ne me dérange pas. J'aborde ça depuis longtemps, je le fais et surtout, je sais le rappeler aux gens qui m'écoutent et je sais leur demander d'avoir ce recul parce que s'ils ne l'ont pas, ils peuvent pas m'écouter. En fait, s'ils ne l'ont pas, ils peuvent pas être dans cet écosystème. Ouais. Donc, j'ai ma façon de faire, ma patte, que ça plaise ou que ça plaise pas d'ailleurs. Jusqu'à présent, ma communauté me le rend bien et j'essaye de garder ça parce que c'est mon kiff, c'est mon plaisir. Ouais. Mais ça m'ouvre encore plein de portes dans plein d'autres business. Ok. Parce qu'on a à côté H Consulting, il y a Descoin, Ouais. il y a d'autres boîtes qui n'ont rien à voir avec la crypto. On investit dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire, dans l'intelligence artificielle. Enfin, on a des business qui n'ont rien à voir avec la crypto. Des business qui se rapprochent de ces mondes-là, mais de la crypto-monnaie aussi. Et puis, on a pris beaucoup de participation dans des projets crypto, peut-être plus d'une centaine. Et dans des projets, dans des sociétés plus ou moins crypto, mais equity, je veux dire, peut-être on a dû prendre une vingtaine de participations. Ouais, on va en parler d'ailleurs après de tes investissements et des autres activités. Mais je trouve ça déjà intéressant. C'est-à-dire que tu dis, tu as l'air vraiment d'être carré sur ce discours-là et d'avoir l'air endurci. Est-ce que tu as toujours été comme ça ou c'est venu à travers le temps, à travers des épreuves? Parce que j'imagine que quand tu as une communauté de centaines de milliers de followers, tu dois t'en prendre des vertes et des pas mûres. Ouais, à tel point qu'à un moment, tu regardes même plus si elle est verte ou si elle est pas mûre. C'est ça, voilà. C'est que... Non, parce que la réalité, c'est que tu prends des trucs que tu mérites. Enfin, je veux dire, il y a des moments où mon frangin lance sa crypto. Le concept, on aime vraiment beaucoup. On a fait une belle erreur au départ, c'est-à-dire qu'on n'a pas contenu le prix. Il n'y avait pas pression de vente. Ouais. On s'est dit ça doit être purement organique. Et d'ailleurs, tu t'essayes de faire ça bien. Tu te dis la loi, qu'est-ce qu'elle te permet de faire. Mon frangin lance avec ses équipes. Donc moi, naturellement, j'en parle. Je mets un disclaimer énorme parce que c'est mon frère. Évidemment, je soutiens l'initiative. Évidemment que si c'était une idée auquel on ne croyait pas, on n'aurait absolument pas, j'aurais absolument pas soutenu. J'y croyais, l'idée était bonne. Ouais. Mais bon, pour le coup, 2 mondes différents. Moi, je gère mes activités. Lui, il lance ça. Et pendant les 2 premières semaines, tu n'as aucune pression de vente. La team ne peut pas vendre, l'équipe non plus. Il n'y a pas de trésor, il n'y a pas de... Donc, tu n'as que des acheteurs. Donc, le token monte trop haut. Ouais. Et quand le token se casse la figure, naturellement, tu as des gens qui t'en veulent. Ça fait partie du jeu. Ce cycle-là, je le connais systématiquement depuis 2016. Ouais. C'est-à-dire que quand ça monte, c'est normal, c'est bien, tout le monde est content. Quand ça descend, et à l'époque, c'était le cas sur Bitcoin. Quand Bitcoin descend, c'est ma faute. Tu en as entendu parler sur ta chaîne, j'ai découvert ici, donc c'est ta faute. Ouais, et c'est également normal, ça fait mal, mais il faut comprendre que quand tu gagnes, tu es content, tu es si tu es là. Quand tu perds, tu te retrouves face à toi, c'est un miroir, c'est psychologique, et c'est toujours plus simple de trouver un responsable, systématiquement. De Bitcoin à Ether, quand j'ai commencé à parler d'Ether, vendu, t'as pas honte de parler de ce shitcoin et tout. Et puis après, t'as d'autres coins qui arrivent, vendu, pourquoi tu parles d'autre chose alors qu'il n'y a que Bitcoin et Ether? Je m'attendais. Moi, je suis le courant, je suis ce qui bouge et je parle de concepts techniques qui me plaisent, de problèmes qui sont à adresser et qui sont à résoudre. Ensuite, quand on a des initiatives et qu'on a la main dedans, on se bat pour maintenir la valorisation, pour la faire valoir et pour créer de la valeur à travers le temps, mais toujours avec le fait que c'est une entreprise. Tu as un risque, tu dois payer les gens. À un moment, quand tu n'as plus d'argent, soit tu arrives à lever, soit tu meurs. Ça fait partie du jeu. C'est la seule règle qui rassemble en fait tous nos projets, toutes nos initiatives et qui était vraie hier et qui sera vraie demain. Ouais. On joue,
on est des players, on n'a aucune certitude. J'aime dire que la certitude est un luxe de spectateur. Nous, on n'en a pas. On fait des choses, on prend des décisions, ça peut péter. Et donc, naturellement, les gens qui sont spectateurs et qui disent « Ah, là, ça a pété, c'était sûr, en fait, moi, je l'avais vu venir. » Ouais, mais toi, tu l'as pas fait. Ouais. Donc, toi, tu es derrière nous et quand on rate une marche, tu dis « Je vous avais dit qu'il allait tomber. » Oui, mais moi, ça fait 7 ans que je marche, ça fait 7 ans que j'accélère et j'ai prévu d'accélérer encore. Donc, il y aura des moments compliqués. Ouais. Ça fait partie du jeu, c'est le métier d'entrepreneur. Et dans l'ensemble, on s'en sort plutôt pas mal, mine de rien, sur le feeling, sur le chemin qu'on prend et sur ce qu'on arrive à construire. Ouais. Carrément. Mais tu arrives maintenant à être, entre guillemets, imperméable à ces critiques-là, parce que tu sais que ça fait partie du jeu et qu'elles seront toujours là, en fait. Il y a toujours des haters. T'es imperméable à certaines critiques, parce que t'as des trucs où c'est injuste. Ouais, je te prends 2 exemples. Celui de GLD, où je le présente. Le truc fait x100, elle ronde. Le truc fait x100, je suis un génie, un héros. Il nous a mis le GLD dans la poche, c'est un truc où le truc redescend. Il est aujourd'hui genre 10 fois plus haut que je l'ai présenté quand même. Ouais. Ceux qui l'ont acheté plus haut, donc ceux qui l'ont acheté tout en haut et qui ont perdu, c'est à cause de lui et tout. Non, moi je l'ai présenté bien plus bas. Et à côté de ça, tu te retrouves dans une situation où il y a des moments où on m'a dit « Ouais, t'es beaucoup trop proche d'eux, pourquoi tu parles d'eux tu les as beaucoup trop soutenus. » En fait, j'ai fait une vidéo, c'est juste qu'elle a méga bien marché. Tu choisis pas non plus comment ça va tourner. Elle a méga bien marché financièrement pour les gens. Et il y a des moments comme celui-là où c'est particulièrement bas, où il y a des gens de la communauté qui disent « Ouais, tu parles plus assez de nous, J'ai rien fait de plus. Ouais. Tu vois, des moments où... Donc, ça dépend juste du mood des gens. Le truc qui est dur, c'est que je fais quelque chose. Et je vais être jugé en bien ou en mal. Et ça peut s'inverser, tu peux être jugé en bien, puis en mal, puis encore en bien, puis encore en mal, alors que tu fais rien de plus, toi. T'as lancé une boule de neige et tu vas payer les conséquences après. Dans un sens positif ou négatif. Ouais. Mais tu ne pourras plus rien faire. C'est ça le problème que j'ai. Quand je parle d'une crypto-monnaie, j'en ai parlé. Et comme je suis très gros dans ce petit écosystème, tout reviendra là-dessus. FTX chute, j'en ai jamais parlé, j'ai jamais fait de vidéo dessus. Dans la minute où FTX tombe, c'était sûr, Owen a dû faire une vidéo dessus, il en a forcément parlé. Non. Et il y a des gens qui disent « Ah pardon, de base, j'ai fait un gros thread sur Twitter parce que je savais qu'en parlant de toi, en disant que tu avais parlé d'FTX, je ferais des vues. » Et ensuite, je me suis dit que comme c'était très gros, tu en avais forcément parlé. Ouais. On en est là. Ouais. Donc il y a certains trucs où ça ne me fait plus rien. Il y en a d'autres où, oui, j'y croyais beaucoup plus, oui, j'y ai mis plus de confiance, j'en ai parlé un peu plus parce que je croyais que, et donc les gens m'en veulent et ça fait mal, ça me touchera toujours parce que c'est comme tout, c'est comme une crypto-monnaie où j'en parle, je mets un disclaimer, j'en parle à quelqu'un, il me dit écoute, je connaissais les risques, tu avais été très clair, mais moi j'avais mis la moitié de mes économies et j'ai perdu un quart, donc c'était un quart de mon argent. Ça me touche quand même. Ouais. Ça me touche quand même parce que je suis un être humain, parce que j'aimerais pouvoir dire aux gens venez sur ma chaîne, vous ne ferez que gagner. C'est pas possible. Personne ne peut offrir ça. Ça n'existe pas dans le métier de la finance. Donc j'éduque, j'essaye de faire très attention, je mets des gros disclaimers et je commence toujours par essayer de prendre soin de la personne en face de moi en mode attention. Parce que là, vous voulez jouer sur une partie où moi-même j'ai des incertitudes. À partir de là, je ne peux pas faire grand-chose. Si les gens, à un moment, ils prennent des claques, j'essaye toujours dans la mesure du possible. La seule promesse que j'ai, c'est si vous prenez une claque, ma promesse, c'est que je vous jure, j'aurais pris une claque plus grosse que vous. J'aurais été en première ligne. Et c'est vrai sur tous les échecs, toutes les baisses, toutes les crypto-monnaies que j'ai présentées. À un moment, quand les gens prennent une claque sur un truc que j'ai présenté, j'ai pris une claque plus grosse qu'eux. Ou alors, il y a un moment où j'ai dit attention, et ça m'est arrivé sur EGLD. EGLD, quand il est à $250, je dis, les amis, c'est lunaire ce qui se passe là. Prenez des profits. On est rentré là dans la vidéo. Ce qui se passe là, c'est hors sol. Ça n'existe pas. Prenez des profits. Et quand il est à $350, j'ai déjà des gens qui ouais, moi j'ai acheté quand tu m'as dit, j'ai fait x50, j'ai vendu quand tu m'as dit, et maintenant le truc il continue à me manquer. T'imagines le manque à gagner que j'ai à cause de toi. Et là, t'es là, tu dis ouf. Toutes les décisions liées à l'argent créent une situation où la personne, soit elle arrive à faire face à elle-même, soit elle cherchera un responsable. Et exactement, le problème, c'est que ce sera un peu trop souvent moi. Ouais. Ça fait partie de ce jeu. Complètement, non mais je suis complètement d'accord avec ça. C'est-à-dire que je pense que la personne est énervée contre toi parce qu'en fait, elle s'en veut elle-même de ne pas avoir pris les bonnes décisions, de ne pas avoir les bonnes compétences. Et il faut un responsable. Il faut toujours un responsable, c'est la nature humaine. Oui, et puis tu peux toujours mieux faire. J'aurais toujours pu mieux communiquer. J'aurais toujours pu me rendre compte plutôt qu'il y avait un problème ici. J'aurais peut-être moins dû parler de ça. Mais mon job, c'est pas juste, ce n'est pas de conseiller en investissement. Mon job, c'est de décortiquer. Je décortique tout. Ouais. Des bons, des mauvais trucs. Et puis j'essaye de simplifier, j'essaye de vulgariser, mais il y a un moment où les gens doivent prendre leurs décisions, quoi. Ça c'est sûr. C'est clair. Et tu penses que tu es connu à l'international? D'ailleurs, tu disais qu'avec Meria, ta casquette HR te permet d'ouvrir les portes. Est-ce que c'est des portes à l'international? À l'international, beaucoup plus,
par ceux qui veulent pénétrer le marché français. Ok. Notre agence de consulting, Ouais. c'est des gros acteurs à l'international qui veulent rentrer, Mhm. ou des gros acteurs français qui ont peur du risque réputationnel, parce qu'aller dans la crypto, ça comporte des risques d'image, ou alors des petits acteurs qui ne savent pas vulgariser et expliquer simplement leur métier. Mhm. Ok. Donc ouais, à l'international, c'est moins le youtubeur français Ouais. que l'entrepreneur. Ouais. Ok. Et d'ailleurs, en parlant de ça, donc, tu monétises ta chaîne pour des marques qui veulent pénétrer le marché français. Après, j'imagine c'est des marques, bien sûr, qui sont sélectionnées. Hein, que tu... Maintenant, oui, bah alors, Ouais. beaucoup moins. Je vais faire 5-6 sponsors par an, quelques mentions sur mes lives, mais avant, c'était mon modèle quand j'ai commencé, parce que bah, c'était comme ça que je vivais. Quoi, hein. Bah, c'est un C'était business la model, grosse c'est un source de métier comme un revenus. autre. Aujourd'hui, je le fais, mais je vais le faire pour des grosses boîtes. Mhm. Je bosse avec du Binance, je bosse avec, j'ai bossé avec Sorare, j'ai bossé avec Socios, j'ai déjà bossé avec Coinbase. Ce genre de structure, déjà parce que j'essaie de prendre moins de risques. Mhm. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo. Comment je dis une sponsor, c'est une vidéo intégrale dédiée à un sujet, comme Ok. je l'avais fait sur Elrond. Ouais. Ça m'arrive, mais je vais le faire 4-5 fois par an. Ok. J'essaye de trier sur le volet. Ouais. Globalement, il y a toujours un risque que même un gros projet tombe. Hein. Quand on a vu un FTX tomber, je peux dire, il y a une réalité. Ouais, Si ouais. tu fais tomber Binance aujourd'hui, d'accord, on imagine c'est pas FTX, c'est Binance qui tombe. C'est catastrophique. J'ai fait une vidéo énorme dessus, Ah ouais. je l'utilise tout le temps, j'y croyais vraiment. Comme je te dis, quand je fais la vidéo, j'ai une image, une idée, une conviction à l'instant T, en mode j'aime bien le produit, je l'utilise. Faites attention parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Et quand je lance la boule de neige, tout ce qui tombe après, tout ce qui s'est passé après, ma vidéo qui explose, des gens qui sident, l'écosystème qui se développe bien ou mal, les prix qui montent ou qui baissent, tout ça, je ne le maîtrise pas. Ouais, c'est ça. Et en fonction des gens qui sont rentrés à un moment et de leur situation à un autre moment, ils vont pouvoir dire bah, je suis content, je suis pas content, j'ai gagné, j'ai perdu. Sauf que généralement, quand ils ont gagné, c'est silencieux. Alors que quand ils ont perdu quelque chose ou quand ils en ont une conséquence négative, à ce moment-là, j'en entends parler très rapidement. Nouvelle interruption rapide pour vous dire que j'ai créé un groupe WhatsApp pour fédérer la communauté du podcast Crypto Coulisses. Si vous voulez rejoindre ce groupe WhatsApp, je vous mets le lien en commentaire et c'est reparti pour l'interview. Ouais, ok. Un autre sujet, je voudrais parler du risque d'être une personne connue. Donc il y a quelques années, il y a quelqu'un qui s'est introduit chez toi avec un fusil pour dérober tes cryptos. L'idée, c'est pas de revenir sur c'est de revenir sur ce phénomène et de savoir comment toi tu l'as vécu. Est-ce que j'imagine qu'il y a eu un avant et un après dans ta vie. Ouais, il y a eu un avant et un après déjà au niveau de ma sécurité. Hmm. Je fais les choses vraiment différemment maintenant. Que Ouais. ce soit capacité à me retrouver où je suis, que ce soit capacité à rentrer chez moi aussi, que ce soit capacité à me défendre chez moi. Ça, Ouais. j'ai vraiment pris le truc sur beaucoup de choses. L'aspect numérique, l'aspect les données que je laissais sur Internet, et jusqu'à garde du corps ou sécurité quand je sors à certains événements. Ouais. Une épaule ou quelqu'un qui jette un œil sur toi et qui est capable de tout ça. Après, tu as le monitoring parce que généralement, j'ai étudié un petit peu OK, si tu veux tomber sur quelqu'un, tu tombes quand ? C'est quand même rarement à son domicile que tu vas le chercher. C'est sur des trajets, c'est sur des récurrences, c'est sur des habitudes. Donc, tu apprends à faire certaines choses, à changer ces trajets, tu apprends à regarder au-dessus de ton épaule, mais tu apprends surtout à, OK, si là, maintenant, tout de suite, je vois une personne et que je comprends que je suis dans cette situation, comment, en une demi-seconde, je préviens, je me défends et je gagne du temps. Ah ouais. Et du coup, tout ça, je l'ai pris, mais dans ma famille, j'ai beaucoup de personnes qui sont très proches de services de police, que ce soit au RAID, que ce soit à CRS, que ce soit mon père lui-même qui était dans la police. Donc, j'ai des personnes qui ont eu les bonnes approches et surtout des personnes qui connaissent ça. Des personnes pour qui ça paraît pas fou et qui la sécurité de la personne, c'est quelque chose qu'ils connaissent réellement. Et là, s'en est suivi un chantier complet de tout, de bout en bout, de mon éducation personnelle à mon hygiène numérique, à ma façon de me défendre, ma capacité à me défendre personnellement aussi, les outils que j'ai pour me défendre et surtout comment tu déménages, comment tu fais attention à ce que ton adresse reste discrète. Tu as toujours quelqu'un qui peut trouver ton adresse, mais à ce moment-là, comment tu te sécurises chez toi, à ce moment-là, comment les services de police peuvent être au courant qu'il y a, et tu vas tout créer de bout en bout. Et surtout, la dernière ligne, c'était la communication sur le... Avant, j'avais encore un peu de crypto-monnaie sur moi. Maintenant, si je veux libérer plus de X euros, c'est de la visio, c'est du temps, c'est des délais. En fait, je me suis simplement mis dans une position où on ne pouvait pas m'en prendre. Ouais. Si on peut t'en prendre, on t'en prendra. C'est aussi simple que ça. Si on ne peut pas, mathématiquement, et ça, je l'avais déjà fait pour les Meria, parce que du coup, tu as des accès au fonds clients. Là, tu es complètement coupé. Tu as une responsabilité financière qui fait que tu as un processus que tu ne peux pas libérer. Alors, oui, tu peux toujours libérer des micro-paiements. Tu dois rester agile. Mais à partir d'un certain montant, quand ça devient significatif et important, c'est tout un bordel. En fait, l'agilité,
c'est l'ennemi, mine de rien, de la sécurité. Et on commence à rentrer dans une machine complexe quand on veut libérer des fonds. Et j'ai appliqué ça à mes finances personnelles. Ok. Ouais, en fait, le temps, c'est le plus grand ennemi de la sécurité, quoi. Enfin, je veux dire, le plus grand allié. Dans le sens où, si ça prend, je sais pas, une semaine de débloquer les fonds, bon, bah, déjà, tu sécurises vraiment tes liquidités. Tout à fait. Puis, tu as du stacking. Donc, tu as toujours des fonds qui sont bloqués. Et tu as surtout la libération où, si je veux libérer une certaine somme, soit il y a le pourquoi du comment, c'était prévu, ça faisait partie d'un plan de développement et ça va passer assez vite. Soit il y a un moment où, si je veux faire un virement de 150 000 € à 2 h du matin, jamais le truc va s'exécuter tant que j'ai pas eu un bon call, une bonne demi-heure en visio. Alors une demi-heure peut-être pas, mais je vais avoir un de mes gars qui dit Owen, c'était pas prévu, je vais t'appeler, je vais peut-être même venir te voir, on va discuter, je veux comprendre. On a mis en place cette responsabilité financière qui fait que ensuite on a une signature, donc il y a d'autres signatures. Les autres signataires, ils vont vouloir savoir pourquoi je veux faire ce paiement à ce moment-là. Faut les réveiller. Tu réveilles pas mon associé Laurent au milieu de la nuit pour faire un gros virement sans qu'il se pose les bonnes questions et qu'il vienne te les poser. Parce que c'est ce qu'on a essayé de créer. Et surtout, tu challenges ce modèle. Il était bon hier, il faut le remettre souvent à jour, il faut se reposer les bonnes questions et on commence à avoir maintenant ça parce que maintenant on a des professionnels de la sécurité financière en interne. Et donc les petits process que tu avais mis toi pour essayer de te protéger, maintenant tu as quelqu'un qui, puis c'est ce que j'ai fait dans tous les domaines. Ma sécurité chez moi, mon domicile, mon hygiène numérique, j'ai consulté des agences et des professionnels dont c'est le métier, ils ont eu des budgets, ils ont audité, ils ont fait un plan de remédiation et d'amélioration de ma situation actuelle et de fil en aiguille, maintenant il y a également de l'audit constant, c'est-à-dire de l'écoute. C'est-à-dire que s'il y a une nouvelle information privée qui fuite sur Internet et qui me concerne, on va mettre le doigt dessus parce qu'on écoute en fait, ce qu'on ne faisait pas avant. Ok, ouais, excellent. Et j'imagine qu'un des ennemis aussi qu'en gros, tu peux pas plonger dans la routine. Tu es obligé à chaque fois de changer tes habitudes pour être sûr qu'il n'y ait pas de pattern qui puisse être identifié. Tu en auras toujours. La réalité, c'est ça qu'il faut être capable de poser. La réalité, c'est qu'une personne bien organisée, ça aurait pas fini comme ça c'est fini chez moi. Voilà, je suis tombé sur un de mes abonnés qui a perdu la tête, qui n'était pas un méchant, qui d'ailleurs s'est rendu lui-même à la police ensuite parce qu'il a vu ce que ça prenait comme proportion sur les réseaux, il a eu peur. Je suis tombé sur quelqu'un de gentil qui a fait une grosse connerie et pas sur quelqu'un d'organisé. C'est ça que j'ai compris quand j'ai parlé aux membres de ma famille. Mon oncle, s'il vient me chercher, il vient me chercher chez moi tous les jours de la semaine sans aucun problème, il fera pas de bruit et il partira avec ce qu'il veut. C'est ça la réalité. Faut avoir ça en tête. Donc la question c'est comment tu te défends réellement, pas juste comment tu cries et comment tu arrives à te sortir d'une situation en poussant le mec et en le dégageant parce que tu lui as sauté dessus. Non. Mon oncle, si tu le vois, tu sautes pas dessus. Voilà. Et ensuite, ils peuvent venir à 4 aussi organisés. Voilà. Donc c'est ça les vraies questions. Il faut se poser ces questions-là et il faut dormir en disant comment on fait si maintenant tu as 8 personnes qui viennent te chercher à 4 h du matin. Ça fait pas plaisir, c'est pas agréable. J'ai passé les pires nuits de ma vie et j'ai vu des psychologues suite à ça. Évident, enfin c'est normal. En attendant, on a pris les mesures qui sont réellement adaptées à un vrai problème. Celui que j'ai vécu, il s'est plutôt bien passé parce que j'ai eu de la chance. C'était une piqûre de rappel. Il faut incrémenter, il fallait apprendre à... Et maintenant, j'ai appris à vivre avec le « OK ». S'il y a quelqu'un qui vient ce soir à 4 h du matin, voilà le process. Il existe. Il est là, il a été posé. Et même si ça ne fait pas plaisir de mettre ce process en place, si ça t'arrive, tu es content d'avoir un plan à exécuter. Ouais, non, stylé. Et d'ailleurs, comment s'est terminée cette affaire On m'a demandé si au tribunal je voulais appuyer, pas particulièrement, moi je voulais passer à autre chose. Et surtout, j'ai eu une chance quand je touche le fond et que c'est très compliqué pour moi parce que là, je suis passé par des phases où c'était très dur. En plus, on avait une boîte qui était dans une position délicate financièrement, donc je devais vraiment être opérationnel dessus. En parallèle de ça, j'ai soucis perso. Donc je commence un peu à perdre les pédales dans le sens où je suis pas bien. J'ai gagné beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui m'arrive si je me prends une balle dans la tête à mon domicile? Génial. Elle était incroyable ta vie. J'ai pas pu profiter pleinement. Tu remets plein de choses en cause. À côté de ça, tu as une boîte qui est dans le mal. Donc c'est les moments durs. Faut tenir les murs. Il y a des moments où tu n'as pas envie de te lever le matin pour aller faire ta journée, mais tu l'as fait quand même. Là, tu es vraiment dans une phase. Un par un. Un problème, une étape. J'ai besoin de temps. Pour moi, il faut que je voie des professionnels. Quand j'irai mieux, je reprendrai cette étape-là. Ici, il me faut du temps. Ok, le temps, c'est de l'argent. Il me faut de l'argent. Donc, tu prends un petit peu de recul. Tu arrêtes de penser que tu peux tout gérer toi-même. Tu vas avoir des professionnels dans tous les aspects du problème. Financier, professionnel, personnel. Tu décomposes le truc. Tu le comprends. Tu en parles. Tu dois le sortir. Tu en parles également à tes associés. Et après, tu traverses ça petit à petit. Tu mets un pied devant l'autre. Tu avances et puis tu t'endurcis toi. Ça ne te laissera jamais indifférent, tout comme certaines critiques, mais
Oui. Avant de faire un tweet qui me mette en boule dans mon lit et qui m'empêche de dormir, il va falloir y aller, quoi. Ouais, j'ai l'impression que t'es vraiment une personne antifragile, quoi. T'as vécu beaucoup de... C'est comme ça que Bitcoin fonctionne, non? Ouais, non, mais je suis particulièrement sensible sur beaucoup de choses et j'ai appris que ce n'était pas compatible avec notre métier. J'ai vécu des choses aussi qui m'ont rendu plus fort et j'ai eu la chance de vivre tu sais, la chute en moto, mais qui te casse rien. Où tu dis, mais en fait, je suis un miraculé là. Ok, du coup maintenant, va t'acheter un meilleur stuff quand t'es en moto et fais moins le con quand tu roules aussi. Parce que c'est ça, je pense. L'intelligence, c'est pas juste d'avoir ces petits problèmes, c'est d'être capable d'incrémenter et d'essayer de sortir la meilleure version pour être encore plus près si ça t'arrive de nouveau et de partir du fait de jouer comme si t'allais avoir des problèmes. T'envisages le pire, après tu l'évites, mais joue comme si tout allait être très compliqué. C'est ce qu'on essaye de faire et c'est ce que l'on m'a appris parce que du coup j'ai écouté des personnes dont c'est le métier qui m'ont dit voilà, t'es passé par telle phase, il faut que tu ailles à tel endroit, il faut que tu comprennes ça. Et c'est comme ça que j'essaye de faire parce qu'il y a une méthode, tu réinventes pas la roue tout le temps. Eh bien, quand tu as un problème, regarde les méthodes existantes, contacte des gens qui l'ont déjà fait et demande-leur comment faire. C'est ce que j'ai essayé de faire pour à peu près tout. Et c'est comme ça qu'avec mes associés, on avance. Parce qu'on sait très bien qu'on arrive dans des domaines où on nous demande un niveau et un rendement qu'on ne sait pas faire seul. Donc on doit apprendre très vite et donc consulter des gens qui sont plus forts que nous autour de nous. Hyper intéressant. On parle de quel type de personnes par exemple Ça dépend du problème. Je n'ai pas consulté les mêmes quand j'ai eu mon problème à mon domicile que quand on a envie de scaler sur un marché ou d'augmenter une équipe d'un point de vue RH. Mais par exemple, si je vais citer 3 personnes qui t'ont vraiment aidé, des corps de métiers différents. Mais Alors, ça va dépendre également du statement. Parce que tu vois, niveau entrepreneuriat, je ne te citerai pas les mêmes profils que j'ai aujourd'hui dans un domaine très précis de la fintech qu'au tout début où on voulait lancer un produit et où on est tombé sur Michel Onfray, qui est un ami de la famille, qui était un entrepreneur de la région, qui nous a donné les bases sur un compte en banque, une assurance, un avocat, des bureaux, qui sont des bases qui sont super simples aujourd'hui, tu vois, qu'on connaîtrait, qu'on maîtrisait. S'il n'était pas là à l'époque, on était mort. On était mort, on n'avait même pas ça dans notre champ de vision. Donc je pense que ça dépend également de là où tu en es. T'as pas besoin d'Elon Musk aujourd'hui. Tu mets Elon Musk en face de moi, évidemment, j'aurais plein de questions et des curiosités à lui donner, mais je suis pas dans l'aérospatiale, je suis pas non plus dans la voiture électrique. Sur une fintech, je suis pas certain qu'il puisse me donner certains conseils à l'endroit où je suis aujourd'hui. Et c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde n'est pas bon et ne te donnera pas des conseils qui sont bons pour toi maintenant. C'est ce que je stigmatise un peu sur certains contenus sur les réseaux sociaux. Tu sais, des fois, tu entends des gens qui disent « Oui, arrête tout, fais ça, lance-toi. » Non, tu as des gens qui ne peuvent pas aujourd'hui et qui ne sont pas prêts, qui ont envie d'écouter ce que tu dis, mais tu ne peux pas le faire. Et c'est ça qui est dur aussi quand tu dis aux gens « Achetez ou vendez ». En réalité, en fonction de ta situation personnelle et de ton exposition sur une crypto, quand le prix monte de 20%, pour certains, je dirais « Écoutez, rachetez, renforcez votre position, vous pouvez vous le permettre, vous allez chercher un truc plus loin. Et pour une personne qui avait trop investi, ce serait plus vendez. Tu vois, donc dans la même situation, au même endroit, sur le même prix, 2 personnes différentes qui ne sont pas autant investies et pour qui ça représente plus ou moins, devraient peut-être avoir 2 comportements différents. Et c'est pour ça que c'est très dur d'avoir une voix unique à un instant T, parce que c'est une photo, une vidéo. Hein. Je dis un truc que je penserai peut-être plus demain. C'est ça qui est dur. Complètement. Et d'où l'intérêt, je pense, du coaching personnalisé et à quel point le coaching personnalisé, ça peut être puissant. Et dès que tu as le moyen de te l'offrir, c'est un luxe sur lequel il faut aller, en fait. Coaching perso et un suivi. Un suivi. Parce que pareil, même si ton coaching perso est bien adapté à l'instant T, pareil, moi j'ai une position, j'y crois, j'ai des convictions, je rentre. J'en présente par exemple en vidéo, les gens rentrent aussi, le truc fait x2. Peut-être que moi je sors, parce que j'ai une nouvelle conviction, parce qu'en fait j'ai pris mon profit, parce que c'est ça le problème que beaucoup de gens ont avec un bull run, c'est que c'est bien beau de monter, mais il faut savoir descendre aussi intelligemment. Et c'est bien beau de savoir descendre, il faut savoir vendre, mais si ça continue de monter, tu as un truc à gérer avec toi-même aussi. Tu t'en veux, et ceux qui sont encore dedans, ils te parlent, ils te font du mal. Sauf que quand ça redescend, là tu te sens mieux, mais tu es peut-être rentré, du coup il faut peut-être ressortir. Enfin, c'est un truc compliqué et c'est pas juste un point d'entrée et un point de sortie. C'est pas juste ça monte ou ça descend. C'est comment je traverse le truc. Et ça, c'est dur, il n'y a pas de chemin parfait. Et le meilleur moyen de s'éduquer à ça, c'est d'avoir perdu une fois, c'est d'avoir fait une bêtise, c'est de ne pas avoir vendu quand tu aurais dû, et c'est d'avoir racheté quand tu as eu peur de... Et c'est toutes ces petites choses-là qui te donnent des leçons. C'est pour ça que pour moi, dans la crypto, on va commencer par perdre quoi qu'il arrive. On doit perdre des montants qui sont raisonnables, dont on peut se le permettre, parce qu'on va acheter des leçons. Autant qu'elles ne coûtent pas trop cher. Je suis assez d'accord. Acheter des leçons, c'est une belle métaphore. Et en fait, c'est expérimenter et persister, quoi. C'est ça.
et essayer d'être le plus antifragile possible sur beaucoup d'autres choses, parce que mine de rien, la vie tourne à côté, et puis l'horloge tourne. Moi, j'ai commencé, j'avais 19 ans, des idées plus folles les unes que les autres, une conviction basée sur les crypto-monnaies qui était basée sur pas grand-chose à l'époque, si ce n'est ce sentiment fort que j'avais et qui bouffait mes nuits. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai 27 ans. Ouais. On arrête de dire jeune entrepreneur, on dit entrepreneur maintenant. Ouais. ça va vite ces trucs-là. Non, mais ça et vite, donc, bon, tu as toutes les questions de la vie à côté, toutes ces autres choses qui ne sont pas juste YouTube et l'entrepreneuriat, la famille, toutes ces choses-là. Et tu dis, waouh. Mais tu dis, bon, tu as quand même vécu des choses quoi, pour ton âge. Incroyable. Et je serai jamais assez reconnaissant de ce que j'ai vécu. Que ce soit les gens qui m'ont mis à cette place-là sur YouTube et qui m'ont donné cette influence qui m'a servi, que ce soit d'y avoir cru, et mine de rien, ce marché. Qu'on lui dise du mal ou du bien, c'est ce marché qui m'a construit et qui m'a apporté cette liquidité aussi. Les gens que ça m'a permis de rencontrer, les bons et les mauvais, qui m'ont donné des super bonnes leçons, mais qui m'ont également aidé, parce que je connais vraiment des gens autour de moi qui sont là et qui me disent « Appelle-moi quand ça va mal, quand tout va bien, surfe ta vague, on s'en fout, tu vois. Appelle-moi quand c'est compliqué. » T'en croises quelques-uns, c'est rare, mais t'en croises quelques-uns. Hein. Certains de nos investisseurs qui sont là, non pas pour gagner de l'argent, ils sont là parce qu'ils veulent avoir une brique chez les Simonins et ils aiment bien voir comment ça tourne. On en a rencontré des gens à qui on doit beaucoup et à qui, j'espère, on devra beaucoup un jour, et puis d'autres aussi à qui on leur devait beaucoup au début et on leur a rendu au centuple. Ouais. Parce que ça fait partie du jeu. C'est comme ça qu'on a ce petit chemin-là, et c'est ce qui fait que je pense que je peux travailler autant. C'est parce que je m'amuse, parce que j'apprends autant de choses, et parce que pour l'instant, je me fatigue, je ne m'épuise pas. Et le jour où je m'épuiserai, je prendrai un pas de recul, ouais. Ouais, carrément. Mais en parlant de temps et d'épuisement, je te propose de passer sur tes différentes activités. D'ailleurs, tu disais tout à l'heure qu'il y a une des activités qui se portait très mal. Est-ce que tu peux citer laquelle? Est-ce que ça va mieux maintenant? C'était à l'époque, elle va beaucoup mieux maintenant. Okay. Ouais. Pour le coup, aujourd'hui, on s'en sort plutôt bien. Ouais. Vu la condition de marché, j'ai beaucoup de boîtes. Quand je dis j'ai beaucoup de boîtes, c'est beaucoup de structures dans lesquelles j'ai mis un ticket et je sais que c'est compliqué pour eux. Ouais. Ce qui est dur parce que du coup, ils reviennent voir les investisseurs historiques et on ne peut pas remettre un peu. Ouais. Et là, tu as cet entre-deux du tu veux aider, mais tout le monde a besoin d'aide. Donc, tu ne peux pas aider tout le monde. Ouais. Et pour finir, quand une boîte est dans une position délicate et qu'elle a besoin d'argent, tu es censé te reluer, tu es censé profiter de la situation. Donc, tu as ce côté un peu business, mais tes valeurs qui font que, bon, on va quand même essayer d'aider des entrepreneurs. Et oui, mais 1, 2, 3 boîtes, tu peux remettre au pot. 12 boîtes. Sans visibilité, c'est compliqué. Ouais. Une de nos boîtes, quand je dis nos boîtes, dès qu'on a quelques pourcents dedans, on dit que c'est notre boîte, mais les boîtes qu'on opère dans l'ensemble aujourd'hui, elles vont toutes bien. Ça se passe plutôt bien. Quand tu dis les boîtes qu'on opère, par exemple, il y a quand même les boîtes proches, j'imagine, H Consulting et Descoin. Alors, Descoin, H Consulting. Descoin, on ne l'opère pas directement. On a un CEO dessus. H Consulting, c'était moi, mais maintenant c'est Maxime Baron qui a récupéré la structure. Moi, la boîte que j'opère, celle où je me lève le matin Meria, et je fais ma journée, c'est Meria. Mais alors, et d'ailleurs, pour décrire, donc Descoin, c'est un exchange en crypto. C'est un broker, ouais. C'est plus un broker à la Coinbase qu'un exchange, tout à fait. Tout à fait. Et vous avez, toi et tes associés, vous avez beaucoup de parts de Descoin ou Meria et Descoin, c'est les deux boîtes sur lesquelles on a beaucoup de parts. D'accord. La différence, c'est que Descoin, on ne l'opère pas du tout. Donc naturellement, on est proche de la direction, etc. Mais on n'opère pas du tout la boîte, c'est-à-dire qu'on la gère pas nous. Alors que Meria, on la gère au jour le jour, on prend les décisions, on recrute, c'est ça. Et donc c'est la différence c'est nos deux plus grosses structures, et la différence c'est qu'il y en a une, on est investisseur majoritaire finalement, et l'autre on est opérationnel. Donc c'est les deux choses qui sont différentes, et c'est ce qui fait que des fois les gens disent Meria et Descoin des fois sont même un peu en concurrence sur certains produits. Oui, c'est la même famille, c'est le même groupe entre guillemets, mais ce ne sont pas les mêmes équipes d'opération. Ok. Donc après il y a H Consulting qui est une agence de tout à fait. Là c'est un autre cœur de métier complet. C'est pas entre guillemets, c'est pas PSAN. H Consulting qui est au Luxembourg pour le coup, le siège est là-bas. C'est une petite équipe, ils sont 6 aujourd'hui. Et pour le coup, la H Consulting, c'est de la communication, donc soit d'influence, parce qu'à la base, c'était H'er, mais d'autres influenceurs aussi, d'influenceurs plus traditionnels, ça va sur du YouTube traditionnel, sans parler d'influenceurs crypto, des fois ça va sur de l'influenceur tech, médias, crypto ou traditionnel, encore une fois, ça peut aller de 0,1net en passant par un Clubic jusqu'à un Cryptost, bref, on va communiquer, faire du PR, mais également du média payant, en parallèle de ça, du plateau télé, donc de la création audiovisuelle, etc., qui va s'appuyer sur une autre de nos boîtes qui s'appelle Vega Management.
Qui est une agence de youtubeurs, Tout à fait. Ouais. Pour le coup, moins majoritaire là-dessus, mais moi je suis depuis le début, c'est l'agence qui a été fondée par mon manager de YouTube, qui s'appelle Dimitri Sekimi, et qui a créé Vega, et qui aujourd'hui a une grosse équipe, ils sont plus d'une dizaine dedans, et qui vont faire de la production. Donc contrairement à la H Consulting qui distribue et qui communique, eux c'est vraiment de la production pure et dure. De l'idée à la mise en œuvre, aux éléments de langage, à comment est-ce que tu vas penser ton script, comment est-ce que tu vas le mettre en ligne, comment est-ce que tu vas communiquer, sur quel réseau, jusqu'au montage pur et dur du on a le fichier, on a le rush, c'est parti, on te sort un produit brut. Eux, ils font ça de bout en bout. Ouais. Et la H Consulting, du coup, eux, ils font ça, ils communiquent sur tous les réseaux jusqu'au cinéma, puisqu'on fait des placements dans les films. Ça peut aller de Netflix en passant par Amazon, en passant par un Paramount un jour. C'est des films qui peuvent être distribués partout et on est capable de faire ce genre d'intégration. Ok, marrant. Donc, c'est-à-dire que dans un film Netflix, on peut retrouver, par exemple, je sais pas, un Binance, alors pas forcément Binance. On a mis Multiversix, Elrond, dans le dernier film d'Emilia Clarke. Au cinéma, et on a 2-3 trucs sur le feu, mais c'est toujours pareil. C'est quand c'est pas signé. En fait, c'est même pas quand c'est pas signé. Quand c'est pas produit, c'est pas produit. C'est très très long, c'est de très gros budget. Ouais. C'est des opérations à 1 million, des fois 2, 3, 4 millions. Donc c'est pas souvent. Et quand tu fais ce genre de placement-là, ça prend 2-3 ans entre le paiement, l'intégration, comment est-ce que tu mets ça dans le film. C'est voilà. Ok. Parlons de tes investissements, je trouve ça intéressant. Tu disais que vous aviez investi beaucoup. Alors quand tu dis on, c'est surtout toi ou c'est toi et tes associés, c'est quoi? Vous avez une holding commune avec laquelle vous investissez, ou je crois que c'est des tickets J'ai des tickets perso, j'ai une holding en perso, j'ai une holding avec mon frangin, et j'ai des boîtes dans lesquelles je suis en commun avec d'autres investisseurs. D'accord. Donc le montage est très 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 complexe, et surtout il est tentaculaire. C'est-à-dire que la H Consulting elle-même a une société fille qui fait de la gestion d'affiliation. Toutes nos sociétés sont, pour la plupart d'entre elles, dans une holding. Certaines holdings sont plus que pour de l'immobilier, pour des marchands de biens. Donc, on fait que de l'immo avec. Donc, c'est pas les mêmes groupes, c'est pas les mêmes structures de société. C'est vraiment des montages qui sont devenus pas complexes, mais qui, de par le besoin, ont fait que c'est beaucoup plus granuleux qu'avant. Et puis après, on a des boîtes, avec la holding, on va investir. Il y a la boîte Vivoca aussi, qui est la boîte de mon frère dans la reconnaissance vocale, qui n'a, entre guillemets, rien à voir dans le métier avec un Meria, et qui, pour plein de raisons, vont fonctionner différemment. Que ce soit la cap table, les investisseurs, tu vas pas pitcher les mêmes, et tu vas pas investir avec les mêmes personnes. Tu cherches pas les mêmes profils quand tu es dans la reconnaissance vocale, quand tu es dans l'agroalimentaire, ou quand tu es dans la crypto, quoi. Donc, c'est vraiment particulier, et en fonction de ça et des besoins, des différents liquidity events qu'on va faire, des levées de fonds, tu vas faire des structures différentes. Ok. Et aujourd'hui, là, si on prend, donc, à titre, que ce soit donc via les holdings ou à titre perso, tu es investi à peu près dans combien de 200, projets 300. Ah, et 200-300 projets. Mais après, c'est toujours pareil. Meria, tu es opérationnel et majoritaire. Oui. Des boîtes où tu es majoritaire mais pas opérationnel, des boîtes où tu n'es pas opérationnel mais tu es minoritaire, des boîtes où tu n'es ni opérationnel ni minoritaire mais tu as pris de la crypto, tu as investi dans leur crypto, donc indirectement tu as investi sur une crypto qui n'était pas lancée, tu as investi dans la boîte, parce que c'est comme ça que l'écosystème Web3 se finance. Gros risque, tu peux gagner beaucoup mais tu peux perdre beaucoup, parce que des fois tu as des tokens, ils sortent même pas. Tu payes un truc qui sortira même pas, donc tu as ce risque-là. Et pour finir, tu en as certaines où comme tu as investi un peu dedans mais que tu as donné de ton image, et ça m'arrive sur certains projets crypto, j'en ai parlé, j'ai investi dedans, donc je suis très très loin finalement dans. Je prends pas les décisions, je suis pas opérationnel, je suis pas majoritaire, j'ai pas d'equity, mais j'en ai parlé. Donc dès que le truc se casse la figure, t'as l'impression que c'est comme si c'était ta société mère qui avait. T'as un exemple d'ailleurs de boîte où t'as investi, t'en as un petit peu parlé, et ça s'est un peu retourné contre toi. Je veux dire en ce moment, mais c'est toujours pareil, elles peuvent remonter, ça peut. En ce moment, t'as Arketic par exemple, où moi j'avais bien aimé, c'était un bon projet français. Ils font quoi Le token se casse la figure, ils font une blockchain, un layer one. L'objet, en plus c'était quelque chose de très précis, c'était assez risqué le projet qu'ils développaient, parce que c'était très gros, c'était tu devais vraiment prendre une grosse place dans le marché. Ils voulaient créer un internet, en fait, si tu veux, sur la blockchain, pour faire super simple et pour aller super loin. En ce moment, le token se casse la figure. J'ai pas plus de nouvelles. Moi, ça va faire 1 an et demi que j'ai plus trop de nouvelles et que je suis pas trop en contact avec la team. Ils sont dans le dur. Là, je commence à en entendre parler. Mais je viens de donner un exemple. Je peux en citer 80. Parce qu'en réalité, rares sont les projets crypto dans lesquels je suis rentré qui se portent super bien en ce moment. Tu vois ce que je veux dire? Y a pas de... Donc la réalité, c'est qu'à peu près tout. Et c'est des phases. Le truc qui est compliqué, c'est que du coup, il y a un moment où personne t'embête, tout va bien, il n'y a aucun souci. C'est un bull run, ça va bien. Dès que le marché se casse la figure, d'une manière ou d'une autre, tu as plein de projets qui sont dedans. Et moi, c'est toutes des initiatives où j'en suis. Arketic, je n'ouvre même pas mon portefeuille aujourd'hui. Mais après, j'oublie. Yes. Après, c'est vrai que c'est la règle de l'investissement. C'est-à-dire que souvent, les gens
l'habitude de l'oublier, mais c'est vrai qu'en général, tu as la règle des 97%, ou dans le monde des startups, tu as 97% qui vont se casser la gueule. Tout à fait. Et que tu as 1%, en tant que VC, tu espères que 1% fasse un espèce de x1000 ou j'en sais rien, tu vois, et que tu as peut-être 5 autres qui fassent un x10, et en fait, il en faut quelques-unes parmi les 100 qui sauvent ta mise, quoi. Dans le monde de l'influence, c'est ça en fait. Dans le monde de la startup, c'est la vraie métrique. Ouais. Dans le monde de la startup crypto, c'est encore pire. T'es même pas à 97%, Oui, tu oui. vas peut-être être à 98 ou 99% de cas sur 15 ans, tu vois. Ouais. Par contre, à cause de YouTube, les gens s'attendent à ce que tu gagnes plus souvent que ce que tu perds. Donc on attend un 51% plus de réussite publique sur une industrie où tu t'attends réellement mathématiquement à 98 à 99. C'est pour ça que un jour on plantera une boîte. C'est évident, parce qu'on en a beaucoup, parce qu'on a beaucoup de trucs, parce que t'as 120 CDI, tu vois ce que ça coûte tous les mois, c'est un sablier. Hein. Moi, ma boîte, c'est un sablier, tu vois ce que je veux dire Et t'as peut-être des boîtes qui vont cartonner. Je suis vraiment reconnaissant du succès qu'Ameria aujourd'hui. C'est une période qui est délicate. Quand je vois les revenus qu'on fait, quand je vois la structure, quand je vois les profils qui nous ont rejoints et ce que ça donne aujourd'hui, je suis fier de ça parce que ça me dépasse de très loin. C'est vraiment un truc géré par une équipe complète. Les gens ne l'imaginent pas de l'extérieur, mais c'est devenu quelque chose de colossal. Et je suis content que ça ait trouvé son marché. Mais quand je vois toutes nos structures, tous les enjeux, tous les risques, tous les problèmes qu'on peut avoir, je me dis, mais en fait, aujourd'hui, c'est incroyable qu'on n'ait pas encore eu une méga faillite, qu'on n'ait pas encore eu un méga problème, que les pépins et les black swans du marché ne nous aient pas tués. Ça arrivera un jour, parce que ça fait partie du jeu. Et surtout, si on ne veut pas que ça arrive, le seul moyen, c'est de vendre maintenant ou de faire une cessation d'activité propre, c'est-à-dire tu clôtures, tu déposes le bilan, tu récupères ta trésor. Et nous, on a des ambitions, on a des objectifs, on a une distance. Le chemin n'est pas terminé. Et comme on continue à faire du chemin, on sait qu'on peut se casser la gueule. Ça fait partie du jeu. On l'a accepté. Et c'est ce qui fait qu'on aborde les problèmes différemment aujourd'hui. Parce que déjà, tu sais que tu as toujours beaucoup de solutions. Et ensuite, ça arrivera un jour. Ça fait partie du jeu. Et c'est pas comme si on avait une ou deux boîtes, tu vois. On en a vraiment beaucoup. Donc j'ai l'habitude de le voir dans des projets crypto dans lesquels j'investis. Je suis pas immunisé, on n'est pas dans Koh-Lanta. J'aurai moi également mon problème à un moment ou à un autre sur une de mes structures. Ça fait partie du jeu. Ouais, carrément. Et d'ailleurs, sur ces investissements auxquels tu as accès, tu as investi, c'est que des projets français ou il y a aussi des projets internationaux Non. Si tu investis que dans des projets français, il faut vraiment avoir du courage pour sortir. Non, c'est compliqué la France. Très, très compliqué. En gros, ma question, c'est est-ce que avec ta casquette Hasher, tu arrives à avoir accès à des deals en avant-première que français ou ça c'est bien sûr, ça c'est évident, mais beaucoup à l'international, beaucoup plus d'ailleurs même, parce que les internationaux veulent rentrer sur le territoire français. D'accord. Voilà. Maintenant, il y a des phases pour, des phases contre, c'est-à-dire que même des projets en or, ce qui en 2021 te rapportait du pétrole, n'importe quel deal te faisait gagner beaucoup. Là, sur mes 10 derniers deals, qui sont des deals premium, j'ai regardé le pitch, j'y ai cru, je lis le truc, c'est intelligent, c'est bien listé. C'est seedé par des gros exchanges qui ne se ratent pas de manière générale. Là, je me demande, est-ce que je vais récupérer mes petits ? Ok. On en est là, en ce moment. Après, voilà, c'est une histoire Q1 2024, ruée vers l'or, t'investissais dans tout. Ouais. Là, maintenant, sur 20 pitchs, j'en prends 2. Et dans les 2, il y en a un des 2, c'est parce que j'aime bien le gars. Et parce qu'il avait mis des billes chez moi à un moment quand j'en avais besoin. Ouais, je vois l'idée. Parce que c'est comme ça qu'on soutient. T'as toujours des entrepreneurs qui... Ils se reconnaîtront en écoutant ce podcast, mais j'ai quelques entrepreneurs où quand je fais ma petite levée de fonds et que je leur dis les gars, j'ai besoin de vous là. Ouais, c'est pas le moment, j'ai pas de cash pour toi là. S'il te plaît, du cash. C'est également du réseau. C'est ça. C'est un WhatsApp. Un réseau en fait, un WhatsApp, un LinkedIn. Et c'est ce genre de choses-là où on a quelques profils quand même qui répondent au téléphone quand c'est dur et qui te permettent de dire bon, t'y vas pas. Et beaucoup à l'international, 90% c'est des internationaux. Et tu reçois combien de decks par semaine ? T'en vois passer combien ? C'est quoi ton taux de sélection ? C'est 10%? Ça dépend des périodes. En Q1, j'en recevais 10 par semaine, 15 par semaine. Ah non, pas 10%, je dois prendre 2-3%. Ouais, ok. Ah oui. Et donc tu envoyais 10 par semaine. Donc là c'est beaucoup moins en ce moment, Là on est en septembre 2024. Beaucoup moins. Non en fait non. Il y en a beaucoup plus en ce moment parce que les gens ont faim. Là il y a des gens, ils doivent lever maintenant, sinon on va avoir de la casse d'ici 30 à 60 jours, tu vas avoir des boîtes qui vont faire faillite. Peut-être 90, mais pour moi il y a... Ah oui, on a je pense une boîte crypto sur... Non, je vais pas donner de stats, mais je pense que d'ici Noël, si le marché des altcoins ne va pas mieux, va y avoir du dépôt de bilan, du coin abandonné, du coin qui se pète la gueule. C'est pas surprenant, c'est dur. Et je vois des bons entrepreneurs dans des bonnes boîtes avec des bonnes idées qui sont juste là en mode mais on peut rien faire. Le sol se dérobe sous nos pieds. C'est le marché crypto, je veux dire, t'es sur Avalanche, t'as lancé un token sur l'écosystème Avalanche s'effondre, ton token s'effondre. Je le vois par exemple avec le TADA, on est sur Multiversix plonge, tu ne peux rien faire, rien.
Ouais. Si ce n'est injecter des dizaines de millions que tu n'as pas, tu ne peux pas. Après, quand tu es sur un token, sur une chain, au pire, bah, tu mets ton token sur d'autres chains et tu deviens un token multi-chain. Oui, mais quand tout le marché tombe vers le bas, oui, là, ouais. Pour aller sur une autre chaîne, il faut de la liquidité. Donc, il faut que tu puisses mettre 1 ou 2 millions dans des poules. Quand tu crèves la bouche ouverte et que tu as du mal à terminer le mois, c'est dur d'aller sortir 1,5 million, tu vois. Ouais, tout à fait. Et surtout, pour bien t'accrocher, il faudrait que tu le fasses sur 3 chaînes. Les 3 chaînes donnent plus de liquidité parce que les projets eux-mêmes, ils ont faim, ils ont plus d'argent. Ils sont là en mode quand est-ce que when bull run, tu vois. Donc, ils t'aident plus à venir. Ensuite, c'est du développement technique. Le développement technique, c'est du temps. Le temps, c'est de l'argent. Et donc, il te faut Mais non, c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, ça me fait penser, vous, avec Meria, in fine, quand tu as une activité dans la crypto, que tu veux ou non, la crypto jusqu'à maintenant, c'est quand même cyclique. Oui. Et donc, ton business dépend de ces cycles. Ouais, j'imagine, est-ce que vous faites un peu des projections de marché, de dire, OK, quand est-ce que le bull market, dans le meilleur des cas, dans le pire des cas... Tu fais des projections et surtout, tu mets un angle, tu mets un 360 degrés sur tes revenus. Ouais. Par exemple, le marché va bien. Au début, tu vends et tu prends une commission à la vente. C'est bien, mais en fait, tu dois prendre une commission à l'échange dans l'autre sens aussi. Parce que du coup, quand ça monte ou quand ça descend, les gens font des mouvements. Ouais. Quand ça descend, ils achètent. Quand ça monte, ils commencent à vendre. Donc, tu commences à aller dans les deux sens. Ouais. Ce qui fait qu'un Binance, quand le marché va très mal, ils arrivent à faire des belles journées. Globalement, ça baisse les volumes, c'est bon pour personne, même pour Binance. Un bear market sur le long terme, même Binance ne s'amuse pas. Mais de manière générale, une grosse journée de baisse pour les exchanges, c'est pas une mauvaise journée. Bien sûr. En parallèle de ça, tu fais du récurrent. Le récurrent vient par exemple du stacking, de tes revenus mais ce récurrent vient de montant de reward qui dépend du marché. Quand le marché baisse, tes récurrents baissent. Mais du coup, tu commences petit à petit à, OK, je vais arrêter d'essayer de faire un gros one-shot une fois. Je propose un service qui est cohérent, qui, entre guillemets, va de bout en bout sur mon entrée, mon suivi, ma sortie, et qui te propose de recommencer la partie à un moment plus ou moins bon pour le marché. En gros, tu vas appeler certains points d'entrée et tu vas, au contraire, défendre certains points de sortie en disant « il faut être capable de vendre aujourd'hui ». C'est dur. Et d'ailleurs, ce sont ces clients-là que tu as fait vendre, qui te détestent parce que le marché continue à monter, mais qui, quand le bear market arrive, t'envoient un « mea culpa ». Je viens de comprendre ce que vous avez fait pour moi, et qui 2 ans après, quand le marché va mieux, alors que tu les as fait sortir, ils sont plus chez toi, alors que quand ils sont chez toi, tu vis de ces volumes en fait. T'appelles en disant, j'ai pas oublié que vous m'avez fait sortir. Et à un moment, on l'a fait sur le minage où on voulait plus vendre les machines parce qu'on savait que les gens les rembourseraient jamais. Et on a une bonne trentaine de clients à qui on a dit, niet. Si on vous vend une machine aujourd'hui, on va vous tuer. Ces clients sont des gros clients à nous aujourd'hui. Ces clients nous suivent et nous font une bonne com en mode... Et surtout qu'on était à un moment où on avait besoin d'argent. Mais on avait un moyen de survivre sans ça. Et on leur a dit, n'y allez pas là, vous allez vous casser les dents, on a peut-être autre chose pour vous. Et qui ont pris le virage à nos côtés. Donc il y a un karma... C'est des choses, je pense, qu'on te les rend. Je pense que le karma, faut pas tout le temps y croire en mode non, je fais des choses mal, mais... Parce que j'ai vraiment vu des monstres arriver au bout et aller beaucoup plus loin que ce que je ferais peut-être parce qu'ils prennent des raccourcis. Également parce qu'ils sont couillus, il faut le dire. Tu vois, mais il y en a certains, ils prennent des chemins, moi je les prendrais pas. Je serais pas à l'aise avec moi-même si je prends ces chemins-là. Mais je vois des personnes qui prennent des chemins qui sont pas en accord avec ma ligne morale. Après, quand je vois comme tu te fais déchirer tout le temps quand ça va mal, que tu es respecté des bonnes choses ou pas. Tu vois FTX tomber, t'as jamais parlé d'FTX, t'as des gens qui disent ouais, il a parlé d'FTX, il devrait avoir honte, alors que c'est pas vrai. À partir de là, tu dis entre faire les choses bien et faire les choses mal, t'as vraiment 2 lignes. Et puis pour tout. Mais au moins, t'es à l'aise dans tes baskets. C'est vrai pour le fait de rester en France. Oui, mais nous, au moins, on se défend pour... Non, en fait, en plus d'être dans un système où c'est très cher, c'est très dur, c'est ce système qui nous donne 70% de nos problèmes. Donc tu dis, pourquoi... Je sais pas pourquoi on a pris ces décisions-là, on a goûté. En parallèle de ça, pourquoi essayer de faire ça bien quand, quoi qu'il arrive, tu te fais taper. Que tu aies fait ça bien ou pas, si ça se passe mal, tu vas prendre pareil. Donc des fois, tu dis... Il y a un côté un peu frustrant. Par contre, je me rends compte que de manière générale, on a des défenses immunitaires parce qu'on a été comme ça avec les gens. Quand les gens nous critiquent sur les réseaux, il y a toujours quelqu'un qui vient en disant hey, vous racontez cette histoire-là sous votre angle de vue, moi j'ai une histoire différente, moi le mec il m'a aidé, moi le mec il m'a fait gagner, moi le mec il m'a fait sortir, donc je peux pas vous laisser dire qu'il est comme ça. Peut-être que sur une opération c'était perdant, c'est vrai, c'est tout à fait possible. Moi je le connais, moi ça fait longtemps que je suis, et mon expérience personnelle vis-à-vis d'Owen, c'est pas celle-là. Et ça c'est génial. Et encore une fois, on parle des critiques, des ci, des là, et on a fait un gros point pendant ce podcast dessus, mais c'est une minorité des échanges. Le seul truc c'est que c'est la minorité que tu vois. C'est ça. C'est celle que... C'est tout. En réalité, j'ai 700 000 personnes sur YouTube, plus d'1 million en réseau confondu, et j'ai des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes qui me soutiennent systématiquement tout le temps pour, honnêtement, sur 50 gars qui me critiquent, il y en a 30, c'est les mêmes depuis 6 ans, tu peux les enlever. Ah ouais, tu peux les enlever. Il y a des dîners anti-hacheurs qui sont... Je sais, non, il y a des groupes Telegram anti-hacheurs. Ah ouais, je crois pas.
Ah non, mais, mais tu n'imagines pas ce qu'ont fait les gens. Ah, les gens sont C'est horribles. fou. Ah, les gens, ils ont été très loin sur de... Ah oui, Ok. oui. Pour être méchant, les gens sont très bons là-dessus. Mais bon, tu finis par mettre ça de côté. Mais sur Twitter, dès qu'il y a un post qui me critique, par exemple, quand je vais en dessous, je vois afficher les commentaires. Ouais, c'est Parce le que c'est toujours les mêmes que Ouais. j'ai masqués. Alors, si tu les bannes, si tu les mutes, ils voient que tu les as bannis. Ouais. Et donc, ils refont un thread pour dire « Ah ben ça y est, Asher m'a banni parce que... » C'est un peu la fierté pour eux, c'est un peu le trophée. Donc ouais, alors qu'en réalité, bah, moi je les masque, comme ça je les vois pas. Et c'est tout le temps les mêmes personnes. Et t'as déjà été importuné, je sais pas, dans la rue, dans un lieu public, dans la vraie vie, quoi, par ces gens-là, par des haters? Non, j'ai même déjà eu un haters que je connaissais, haters, qui était vraiment méchant, aigri, violent. Ouais. Il m'a vu, bonjour, ça va, j'aime bien ce que tu fais. Il a demandé son selfie, il est parti. Ouais. Ouais. Mais alors que tu savais que c'était lui, il s'est pas présenté tel que. Oui, comme, et en réalité, tu as envie de le détester en mode putain, mais quel con. Ouais. Et en réalité, bah, il était peut-être juste face à son portefeuille. Tu lui as dit de faire attention de pas trop investir, mais lui, il s'est dit allez, je mets tout. Il Ouais. a peut-être tout perdu. Il s'est retrouvé face à une situation où il savait pas la gérer. Et c'est peut-être pas quelqu'un de méchant. C'est peut-être quelqu'un d'aigri, quelqu'un de jaloux, quelqu'un qui Ouais, a ouais. vécu un truc. Ou peut-être juste quelqu'un qui, bah, comme moi au début, hein, et puis même aujourd'hui, tu vois, moi j'ai un collègue que je connais bien qui me fait acheter une crypto, qui me dit mec, fais-moi confiance, tu peux y aller lourd. On est à moins 70% dessus. Je le rappelle, il me dit mec, je me sens con. Je dis bon, bah. Je connais les risques, hein. Moi je suis grand, tu vois. Ouais. Mais au fond de toi, tu dis putain, la prochaine fois qu'il me fait un coach, je suis pas sûr de suivre, hein, parce que là, il m'a mis dans la merde là. C'est humain. C'est humain, non, mais c'est vrai que. Et je me dis peut-être que les haters aussi se rendent pas compte qu'en face d'eux. En fait, comme ils voient des vidéos de toi, ils disent ah, il y a une, je sais pas, une relation un peu de. Oui. Une relation qui s'installe alors qu'en fait, toi, tu ne les connais pas. Et eux, ils se disent peut-être qu'ils oublient. Peut-être il y a ce rapprochement qui se fait dans leur tête et ils se disent ouais, c'est comme si c'était un copain ou je sais pas, ou c'est pas un être humain, je sais pas en face. non, mais bien sûr. Et puis tu as des gens qui te viennent et qui te parlent, c'est très familier. Ça m'est Ouais. déjà arrivé qu'il y a un mec qui me tire, qui fasse un selfie, qui me pousse, et je lui dis mais t'es sérieux? Ah, il me tire comme ça pour faire son selfie, et puis il me repousse. Ouais. Je suis pas un... je peux en jouer. Enfin, je suis désolé, mais je regarde tes vidéos, tu dis qu'il faut saisir une opportunité quand elle est là. Tu vois, c'est même pas méchant. Tu vois, en plus, il a essayé d'interpréter un truc que j'ai dit. C'est très pas drôle. comme ça que je dois interpréter. Tu vois, par exemple, Ok. si une fille te plaît dans la... Fais pas ça, tu vas avoir des problèmes. Tu vois. Non, c'est souvent, je pense, de la maladresse plus que de la méchanceté. Ouais, ouais. Les gens sont méchants sur les réseaux parce qu'il y a un filtre, mais Ouais. c'est pas grave parce Oui. que tu sais le déchiffrer. Et surtout, je sais où j'ai envie d'aller. Mhm. Je connais mes objectifs. Donc, si c'est sur le chemin, allez-y. Ouais. J'en aurai d'autres. C'est pas grave. Je sais faire. Ouais. Je sais prendre. Et puis un jour, j'aurai un échec sur une boîte et je me ferai déchirer. Et puis une autre. Et puis ça fait partie du jeu. Le truc que je veux également, c'est que je veux de l'audience, je veux de la notoriété. Mhm. T'as des gens, ils n'ont jamais eu plus de 5 likes sur une de leurs publications. Ils font un gros message pour dire du mal de moi. Ben, ça va faire 100 ou 200 ou 300. Et des fois, je vois même des personnes que je connais qui like ces trucs-là. Ils font ça m'a fait rire, j'ai mis un point. Ouais. T'es sérieux? S'en fiche. Ouais. C'est pas important. Ce ne sont pas des choses sur lesquelles on doit consacrer du temps normalement. Ouais, mais c'est vrai que c'est pas évident en tant qu'être humain de savoir prendre de la hauteur par rapport à ça parce qu'on est. Enfin, je pense qu'on a des besoins un peu. Qui remontent il y a longtemps. On a ce besoin aussi d'appartenance et c'est vrai que la Puis critique. t'as envie d'être aimé, tu vois. T'as envie d'être aimé, voilà. Moi, j'ai vraiment fait les choses pour. Je voulais que tout le monde m'aime au début. Hmm. Là Mais c'est où j'ai impossible. commencé à évoluer, c'est quand j'ai compris que c'était pas possible. Ouais, voilà. Ouais. Ouais, Que ce soit le jeu de la concurrence, parce que tu vends un produit qui est concurrent en l'heure, que ce soit le jeu du le mec te déteste, il y a une jalousie, que ce soit le jeu du il n'y a rien contre toi, mais si toi tu tombes, ça lui ferait de la place. Donc c'est pas méchant, hein, c'est business, c'est honnête, c'est fair enough, tu vois ce que je veux dire, genre ouais. normal, je prends une place que t'aimerais. Et tu te rends compte que oui, ça n'existe pas. Tu ne peux pas être très exposé, ni en politique, ni en influence, sans créer des gros problèmes et sans avoir de la haine. Et là, moi, je relativise. Quand j'ai mes petits trucs comme ça et que ça me touche, j'appelle un Squeezie ou j'appelle un Amixem. Ouais. Ils me font relativiser tout de suite sur mes petits problèmes. Ouais, j'imagine. Non, mais ça Ah va oui, être bah, eux, x100. Tu dis que t'aimes une couleur, tu peux avoir un problème. Ouais. Pourquoi pas cette couleur et tout? T'as un problème avec... Non, c'est terrible, c'est terrible. Et donc, tu relativises totalement. Ouais, ok. Ouais, je te propose de terminer par 3 questions. C'est parti. La première, c'est on a parlé de ces investissements. C'est quoi les 3 investissements qui ont été, je sais pas, soit les plus lucratifs, soit dont tu es le plus content C'est de l'investissement en temps. Mhm. Les meilleurs investissements que j'ai faits, c'est taper un mec sur un LinkedIn, lui dire t'as fait ça dans la vie, t'as passé telle étape, moi je suis à ce moment-là, tu peux pas me recevoir 30 minutes, j'ai des questions. Mhm. C'est les investissements les plus rentables de ma vie. Ah ouais. Parce que j'arrive en fait, avant je voulais tout régler, j'avais une idée, il y avait un problème, je voulais avoir une idée pour la régler. Mhm. Maintenant j'arrive sur des patterns qui sont connus. Meria, c'est plus juste une petite startup, non, c'est une fintech qui fait de l'acquisition utilisateur et qui provide des services financiers. Ça existe déjà, ça a déjà existé. C'est un peu différent, il y a toujours quelques paramètres, t'as pas la même RH, t'as pas le... Mais ce cycle existe. Donc, avoir au téléphone
mon pote qui est à la tête de Trade Republic, un mec qui va accepter de me répondre chez Shares, un mec qui est le CEO d'Itoro qui m'a reçu, enfin des bonhommes comme ça qui, j'arrive, j'ai pas forcément quelque chose à leur donner. C'est juste, est-ce que je peux avoir 30 minutes? C'est des entrepreneurs, ils finissent pas. Je prends le clin d'œil de Mathias Bacchino. Alors, une fois, 2 fois, puis maintenant on se retrouve, on va faire des bouffes ensemble. et Mathias, c'est un amour. Et il appelle, il dit écoute, si je peux te répondre, si je sais t'aider, je vais le faire. Sinon, bah, tant pis, débrouille-toi, parce que je n'ai pas la réponse à tout. Mais c'est des gens qui, quand tu investis du temps et qu'ils acceptent de te le donner, alors après tu peux construire des choses avec eux parce qu'on se fait des belles passes après, on s'amuse bien, mais ce que je veux dire c'est que c'est l'investissement le plus rentable de ma vie. C'est arrêter de penser que tu sais tout par toi-même, c'est pas vrai. Arrête de vouloir réinventer la roue systématiquement. Il existe des méthodes, des process, des modèles, des façons de faire et des façons de lire ton échelle. Là, il faut faire ça. Et puis après, il faut être capable aussi de, et ça c'est la deuxième chose, c'est l'investissement financier. Dès que tu commences à avoir des moyens, le meilleur investissement, c'était même pas dans des projets crypto, même pas dans des boîtes, c'était de la RH. C'est quand j'ai réussi à un moment à trouver le bon gars. J'ai plein d'idées en tête, je peux en lister 40, mais le dernier que j'ai en tête là, c'est notre nouveau directeur technique chez... parce qu'on avait un excellent architecte logiciel qui nous disait, les gars, j'ai besoin d'un CTO en binôme avec moi. Oh, on a mis le doigt sur le bon gars et ça débloque plein de choses. Ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus évident. Il a les mots, il comprend, il enlève de la charge. Et ça, c'est vrai sur tout, à l'échelle de tous nos business. Les 2 plus gros problèmes que l'on a, c'est l'argent et la RH. Quand tu as ces 2 ressources-là, tu peux régler n'importe quoi. Mais il te faut les bonnes RH. Et au début, tu ne sais pas bien les recruter, tu as une mauvaise lecture. Et ensuite, il te faut de l'argent. Quand tu n'as pas d'argent, tu fais de la concession sur ta RH. Des fois, tu as un miracle. Tu as quelqu'un qui vient, qui est incroyable et qui ne demande pas grand-chose. Mais à ce moment-là, il faut savoir l'associer également. Donc, c'est plein de compromis. Mais ouais, l'investissement en temps que j'ai fait pour me dire arrête de penser que tu sais tout. Va voir des gens qui savent et qui vont te dire où tu te trompes. Et la deuxième chose, c'est mets les moyens de trouver les bons profils. Que ce soit du capital, que ce soit de l'argent, enfin en fonction de la société, quoi. Mais essaye de faire ça, parce que surtout chez nous, on est très famille dans la façon de gérer. Et j'espère vraiment que c'est ce que ressentiront profondément tous mes gars, en tout cas dans la façon que j'essaye d'aborder les choses. C'est très important d'avoir des bons bonhommes en compétences, mais des bons bonhommes derrière. Ça a été mes 2 plus gros investissements. Et après, j'ai acheté du Bitcoin et de l'Ether en 2017. Voilà. Ça, J'ai pas connu mieux depuis. Si t'es arrivé sur Ether au début, j'ai fait des safts, je suis rentré dans des projets très très jeunes qui ont fait des multiples complètement fous quand ils ont été listés sur Binance ou dans des projets. J'ai fait beaucoup de trucs comme ça, mais de manière générale, c'est là où j'ai le plus gagné, c'était sur de l'apprentissage humain pur et dur et de comment gérer ces ressources-là. C'est pas juste un contrat, parce que un contrat, c'est un deal financier, c'est short terme. Être capable de gérer les bonnes personnes pour créer un bon endroit et avoir des ressources financières qui sont proportionnelles à notre vision et l'appliquer, c'est ce qui fait que quand je fais mon premier prévisionnel, c'était du bullshit. Maintenant, quand je fais un prévisionnel, il y a une structure derrière. Je sais pourquoi je mets ces chiffres. Ça ne veut pas dire qu'on va les atteindre, mais on commence à connaître le chemin. Aussi dur soit-il, on commence à connaître le vrai chemin pour aller à un objectif, quoi. Tu sens que ça s'est vraiment professionnalisé. Totalement. Et autre question, c'est rien à voir là pour le coup, mais c'est intéressant. Tout à l'heure, tu parlais de bons communicants. Et c'est vrai que je suis allé voir ta première vidéo YouTube et maintenant, et c'est vrai que non, mais déjà à l'époque, c'était vraiment c'était vraiment ok, mais c'est vrai que quand on voit maintenant, t'es un excellent communicant, tes dernières vidéos, elles sont incroyables, tu vois. Et donc, comment t'as réussi à progresser tout simplement? Est-ce que tu as pris des coachs? Et juste le fait de faire des vidéos, maintenant tu es aussi chroniqueur chez BFM, j'imagine que ça t'a aidé. De l'habitude, ce que je fais tout le temps, donc ça s'améliore. J'ai toujours ouvert ma gueule depuis toujours, donc j'aime communiquer. Je faisais du Minecraft, je faisais des vidéos sur Minecraft, je faisais du jeu vidéo, je faisais des vidéos sur les jeux vidéo. Ensuite, j'ai fait du cinéma 4D, j'avais une chaîne sur cinéma 4D. Donc, je me suis mis en œuvre systématiquement. Donc, je me suis amélioré parce que tu as des feedbacks, tu as des commentaires négatifs, ça blesse, tu réfléchis, tu as une solution. Et tu incrémentes. Donc, j'ai toujours fait ce petit truc antifragile là-dessus. Et puis après, j'ai fait quelques prises de parole comme des TEDx où là, je suis tombé sur Didier Chambaretto, j'ai son nom qui me vient en tête, qui m'a coaché. Moi, je lui dis non, moi, je parle déjà très bien et tout. Il me fait ok. Là, tu as ça. Là, tu parles trop vite. Là, tu respires pas. Là, tu t'es pas arrêté. Là, et là, j'ai eu mon premier coaching. Donc, de temps en temps, j'ai eu des trucs comme ça. Pas trop, pas beaucoup. J'en ai pas eu énormément. C'est surtout la pratique. Mais oui, 1 ou 2 fois, surtout au départ, j'ai eu quelques personnes qui m'ont dit ah ouais, t'as pas besoin de coach, t'es sûr? Parce qu'il y a tout ça qui va pas. Parce que dans la vie, pitcher, c'est une méthode. Et moi, je voulais le faire à ma sauce. Non, il y a des méthodes qu'il faut connaître quand même. Ok, très clair. Et alors, dernière question, c'est quoi
ton avis aujourd'hui sur l'écosystème blockchain français? Déjà, mon avis sur l'écosystème blockchain de manière générale, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent pour capter de la valeur à l'instant T. Il y a beaucoup de gens qui décrivent le fait que ouais, mais la blockchain c'est une révolution, mais 99% des projets c'est de la merde qui n'ont même pas pour objectif in fine de créer quelque chose. Et paradoxalement, quand tu regardes les investisseurs, les gens, les particuliers, pourquoi tu mets de l'argent dans ce projet et pas dans celui-là? Oh, parce que celui-là, ils veulent créer un truc, mais ça va prendre 5 ans et tout, alors que là, on peut gagner de l'argent vite. Attendez les gars, vous créez le modèle que vous stigmatisez, enfin, finalement, c'est... Ouais. Et après, quand je regarde mon portefeuille, c'est vrai que j'ai tendance à aller là et mettre mes jetons là où je pense que je peux gagner de l'argent, pas juste sur du « Oh, c'est une bonne initiative, peut-être que dans 8 ans, ils créeront quelque chose ». Non, c'est un marché short terme, tu paries short terme. Donc ça fait mal. C'est juste qu'en France, tu as ce même jeu, ce même rythme, mais avec beaucoup plus de rigidité. Puisque tu as un cadre réglementaire beaucoup plus strict, parce que tu peux pas faire ce que tu veux, parce que si tu embauches des gens, c'est en CDI, alors que aux US, tu peux beaucoup plus facilement recruter et virer des gens. Ce qui fait qu'en bear market, tu peux tout de suite alléger ta voilure pour aller jusqu'au prochain bull run, et en bull run, recruter à mort pour ton développement. Ouais. En France, tu es là, tu dis, bon, je vais essayer d'avoir un rythme moyen, je vais mettre un tiers de mes ressources sur de la conformité, et je dois être linéaire, parce que quand c'est le bull run, si je recrute trop, je vais faire faillite quand ce sera le bear. Ouais. Tu ne peux pas jouer avec les mêmes règles sur l'un des marchés les plus volatiles au monde. Ouais, c'est dangereux. Bien sûr. Donc, tu dois utiliser d'autres façons de faire. Il y a des façons de réussir. Maintenant, est-ce qu'il y a des façons de réussir mieux en France qu'ailleurs? J'ai des doutes. Ouais. Ça, c'est dur à dire, mais j'ai des doutes. En attendant, ça se fait. Et c'est aussi une certaine crédibilité, c'est vrai. Le fait d'être en France, le fait d'être régulé, le fait, ça veut dire que si tu crées ton business, tu vas avoir une certaine image. Tu vas pouvoir t'ouvrir certaines portes. Mais ça t'enferme peut-être plus que ça ne t'en ouvre pour le moment. Voilà. En une seule ligne. Ok, intéressant. Dernier moment, c'est le moment carte blanche. Je ne sais pas si tu as envie de faire passer un message, parler d'un sujet en particulier. Je suis très curieux de voir ce qui va nous arriver là. Ok. Ça fait plusieurs fois qu'on vit des cycles un petit peu dingues. Ouais. Je les commente, je les surfe, je les vis en tant qu'entrepreneur et en tant qu'investisseur. Je dois avouer que je ressens un changement bizarre. J'espère, comme tout le monde, que dans les 2 prochains mois se passera ce qu'on aimerait avoir et qu'on aura le mood que l'on aime avoir à Noël, avec cette petite coupe de champagne en mode « Oh, le marché s'envole encore, encore un Noël de bull run ». L'arrivée des instits et le fait qu'ils peuvent ressortir aussi rapidement, le fait que maintenant il y a plus de volume, donc ça y est, c'est différent, c'est en train d'évoluer. Le fait qu'on n'imagine plus faire des x10, x100 comme ils ont existé, maintenant un x3, x4 difficile peut arriver, je pense... Et je n'espère pas, mais qu'on pourrait avoir un bull run bien différent de ce qu'on a connu et qui pourrait laisser certaines personnes sur leur faim, surtout quand ton prévisionnel s'aligne sur les mêmes hausses que tu as connues en 2017 et 2021. Complètement. Surtout quand on prend en considération aussi le fait que sur les derniers bull markets, les marchés tradis étaient quand même bullish. Quid si ce n'était plus le cas pour celui-là Et... quid aussi d'un marché traditionnel qui se casse la figure et des gens qui prennent conscience en disant mais Bitcoin c'est l'inverse. Ouais. Parce que la psychologie. Exactement, ça pourrait être un catalyseur comme un... Bitcoin se casse la figure, pourquoi? Parce que c'est les mêmes investisseurs, c'est les instits, qui tous les deux se disent ouais je vends mes positions volatiles pour maintenir mes positions en bourse qui vont pas bien. Mais la réalité c'est que si tout le monde se met à penser en mode mais les gars, Bitcoin a été créé à l'inverse de ça. J'ai fait un post sur LinkedIn il n'y a pas longtemps là-dessus en disant à un moment il peut se recorréler à l'or, à un moment il peut se recorréler à autre chose, quelque chose qui lui est propre, ou alors être corrélé inversement au dollar. Enfin, Bitcoin peut changer de cap tout seul. Ouais. Ça dépend juste de comment est-ce qu'on le juge. J'aime bien dire que Bitcoin n'a de valeur que la confiance qu'on lui porte. Cette confiance évolue. Intéressant, ce sera le mot de la fin. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Owen. Merci beaucoup pour l'invitation, un plaisir.